Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour la première de l'année 2024. Bonne année, meilleurs vœux à vous, que les meilleures choses puissent vous arriver professionnellement, personnellement et surtout que l'OGC Nice se qualifie en Ligue des Champions. On en a envie et on en a besoin. Gros programme, messieurs, dames, puisque forcément, on va parler football. La qualification de l'OGC Nice en 16e de finale après sa victoire au tir au but contre la JOCR hier soir dans un premier temps avec Elliot, que vous connaissez sans doute, qui était déjà venu l'année dernière pour débriefer le match nul retour entre les deux équipes. Et dans un deuxième temps, gros bloc mercato pour parler de Mohamed Ali Chaud, le joueur de la Real Sociedad, qui, selon toute vraisemblance, va signer à l'OGC Nice dans quelques jours, du moins dans quelques heures, on l'espère au plus rapidement. Ça a été confirmé par de nombreux médias nationaux. Et puis on parlera également du mercato dans sa globalité, les manques, les mouvements on espère ou qu'on imagine suite à l'arrivée probable de Mohamed Ali Chaud. Bref, gros programme. Bonsoir à tous. Tazem, Matt, Alex, Christophe qui sont présents sur le chat Twitch. Messieurs, bonsoir. On a, c'est un retour. Encore un. Il a eu par le Papa Noël un casque Apple à 400 €, mais ça fonctionne pas, donc il a rien du tout, juste le micro interne de son iPad. C'est Romain. Salut Romain, comment tu vas? Ouais, ça va, hein. On est en 2024 et il y a des trucs qui fonctionnent pas avec tes serveurs à la con, mais sinon, écoute, je sais pas. Enfin, moi, après, je vis pas dans un bled un peu Ah, et tout, tu sais, dans dans une le haut de la bourgade. France, quoi. Ouais, D'ailleurs, c'est fais ça. attention, hein. Ils annoncent des gros froids. Toi, j'imagine que ça va descendre en négatif. Mais sinon, bonne année, bonne santé à tous et que Dieu bénisse l'OGC Nice et Ghisolfi. Exactement. Il est tout beau avec son bonnet jaune. C'est Anto. Salut Anto, comment tu vas? Salut, bah écoute, très très bien, bonne année à tous, plein de bonnes choses, la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance. Et n'oubliez pas que Robson Bambou, c'est 0 défaite avec le GC Nice, alors que quand il est pas là, 2 défaites, voilà, c'est la stat. C'est vrai, tu viens tout juste de me rappeler que Voilà. Robson Bambou a joué hier soir. On en parlera. Et Elliot, supporter, suiveur de la JOCR. Comment tu vas, Elliot? Bah écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation. Bonne année à tous. Puis on va débriefer ce match perdu au penalty. C'est ça, c'est ça. On va justement revenir un peu en détail sur ce match. Un match nul 0-0 qui s'est clôturé au penalty. Un match dans la physionomie où l'OGC Nice a plutôt dominé avec quelques occasions franches. Une efficacité offensive toujours en délicatesse. Mais c'est pas forcément ce qu'on va retenir, du moins dans les commentaires d'après-match. Je vous ai demandé sur mon compte Twitter, puisque j'ai vu le match en replay, ce que vous en avez pensé. Et honnêtement, c'était beaucoup de positivisme et ça fait plaisir. On va, dans un premier temps, parler de l'adversaire en question, Auxerre. Avant ce match, contextualiser un peu l'adversaire qu'a opposé l'OGC Nice hier soir, Elliot, puisque, vous le savez, Auxerre est descendu l'année dernière en Ligue 2 à l'échelon inférieur. C'était un duel de dauphins, hein, finalement. Auxerre, second de Ligue 2, au l'OGC Nice, second de Ligue 1. Comment ça se passe cette saison-là? Comment la GOCR a vécu cette redescente? Est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments de contexte avant ce 32e de finale qui a eu lieu hier soir entre les deux équipes? Ouais, bah on descend en juin après une deuxième partie de saison bien plus concluante que la première. Pellissier arrive, il installe son jeu. On passe à 5. Enfin voilà, ça se met en marche petit à petit. On descend malheureusement à la dernière journée. On a réussi à faire une bonne deuxième partie de saison, notamment avec les prêts secs. Donc les joueurs retournent à Blin, Touré, Massengo. Tous ces joueurs-là retournent dans leur club. Et puis on va vers une transition plutôt de long terme sur un projet 3-4 ans. Enfin, nous, les supporters, on se dit que c'est pas pour une remontée à court terme. Finalement, la saison suit son cours. On est deuxième, meilleure attaque. Hmm. Bon, il y a des défauts, hein, forcément. On a des trucs à perfectionner, mais on est super content de Pellissier. Il fait du super taf. On est plaisant à voir jouer, même si hier soir, c'était pas trop le cas. Enfin, ça dépend des phases de jeu, mais il y a eu Hmm. des phases intéressantes. Non, franchement, on peut que être satisfait, même si en début de saison, franchement, enfin, même moi, j'étais le premier à dire qu'on finirait pas top 5, les playoffs, etc. C'était pas pour nous. On voyait vraiment un projet plutôt de long terme, quoi. Hmm.
y a Pseman qui nous dit le retour du Brahimi au Serrois. C'est vrai qu'il y a des airs de Bilal Brahimi qui apparemment va retourner à l'OGC Nice. On en reparlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Avant ce match, il y avait aussi des absents côté Auxerrois. On a beaucoup parlé des absents côté niçois. Concrètement, il vous manquait combien de cadres, de joueurs titulaires dans le 11 de départ? En fait, c'est simple, il nous manque 3 joueurs qui sont partis à la CAN, Sinayoko avec le Mali et Mensah Ousou avec le Ghana. Et en fait, c'est 3 titulaires. Sinayoko qui était un peu en dilettante, il a pris confiance, il a marqué ses derniers matchs, enfin les matchs avant la trêve, donc il était dans le 11 installé. Et puis Owusu, Mensah, 2 cadres. Owusu qu'on a découvert cette saison parce qu'il est arrivé à l'hiver dernier, mais il s'est pété directement à l'entraînement. Donc 6 mois de blessure, on l'a découvert en août. Cadre au milieu, franchement, un top récupérateur. Et Mensah, latéral gauche installé, en demi-teinte un peu cette saison, mais enfin correct, quoi, de latéral gauche installé. Donc bon, ça fait de la place pour des jeunes et d'autres opportunités, mais en même temps, ça fait mal parce que la rotation derrière, c'est compliqué. Là, on joue avec 3-6, dont Nathan, enfin, on a 3-6, dont un dans la rotation, du coup. Et Nathan Bouaïkiala, c'est un jeune de 19 ans prêté par Parme. Enfin, il a quasiment pas de temps de jeu, quoi. Il a dû jouer 200 minutes depuis le début de saison, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est un peu craintif là sur la CAN, mais bon, après, tant mieux que les joueurs soient convoqués. En même temps, ça leur fait une bonne expérience aussi. Bien sûr. Côté OGC Nice, alors forcément, la CAN débutant dans quelques jours, il y a eu les départs de Hichem Boudaoui, de Youssef Attal et de Jérémy Boga, hein, qui sont, on va dire... est-ce que j'en oublie Non. C'est les 3 départs, les gars, j'en oublie pas. Qui sont Non, il y en a que. les trois joueurs principaux et 2 qui étaient titulaires à part entière dans le 11 de Francesco Farioli. Ajouter à ça les blessures, alors Sofiane Diop, notamment Romain Perrault, Morgan Sanson, les suspendus, Melvin Barr, Dante, Todibo, bref. Je n'ai pas compté, mais peut-être une dizaine d'absents qui auraient pu prétendre à être titulaires hier soir. Et puis ça a donné finalement un 11 inédit avec les titularisations de Ayoub Amraoui, d'Antoine Mendy, de Tom Louchet, de Reda Belayan notamment. Romain, c'était clairement l'attraction de la soirée, au-delà du fait qu'on faisait notre entrée en lice en Coupe de France, une compétition dans laquelle on n'a pas forcément été heureux ces dernières années. Et puis ce 11 un peu expérimental concocté par Farioli, et aussi ce changement de dispositif contraint forcément par le nombre d'absents, mais on a été tous surpris, je pense, de voir autant de jeunes démarrer. Ouais, carrément. Bah, et quand on m'a filé la compo, je me suis dit, pouah, parce qu'on a toujours un petit jeu, tu vois. J'essaie de deviner la compo. Quand j'ai essayé de la deviner, qui m'a dit, oula, t'es loin du compte, j'ai dit non. Donc non, agréablement surpris. Moi, j'avais peur défensivement, mais au final, Mendy a été très surprenant. Et franchement, c'est très sympa à voir. Mais même dans le match et tout, dans le contenu, moi, j'ai bien aimé. La compo, on aurait dit que c'était un système qui était travaillé, enfin, avec lequel on jouait depuis le début de saison. On n'a pas ressenti une adaptation. Enfin, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Donc, non, vraiment, un match agréable. Il faisait froid et tout, mais je m'attendais à pire, quoi. Donc, non, agréablement surpris et content qu'il y ait des jeunes un peu du cru qui montent un petit peu titulaires comme ça sur un match de coupe, ça fait plaisir. Et en plus, franchement, c'était pas contre n'importe qui, parce que meilleure attaque de Ligue 2, on aurait pu avoir quelques craintes. Mais au final, je trouve qu'ils ont bien tenu la baraque et c'est plutôt sympa. Ouais, finalement, une rencontre et surtout une première mi-temps en taux maîtrisé, hein, lorsqu'on regarde un peu le match. 3-4 occasions nettes en première mi-temps, 2 de mémoire en deuxième mi-temps. Finalement, les jeunes qui se sont mis au diapason, j'ai pas le souvenir d'erreurs absolument monumentales, de joueurs qui sous le coup de la pression ou le manque d'habitude. Donc finalement, les jeunes ont répondu présent. Moi, j'aimerais te questionner un peu sur le dispositif tactique, parce qu'au-delà de la titularisation des jeunes joueurs, comme on l'a cité, c'était un peu l'attraction de voir que Farioli, avec son 4-3-3 si cher à ses yeux, a modelé
une défense. Alors la question, est-ce que tu penses que ce dispositif a été choisi aussi pour protéger les deux jeunes en défense centrale qui ont été Amraoui et Mendy, ou est-ce que vraiment il y avait une volonté d'élaborer quelque chose de nouveau dans le plan? Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui rentraient en compte, certainement pour les rassurer. On a vu Tonton Youssouf au milieu de la défense qui replaçait tout le monde tout le temps et tout ça, donc ça a été important. Donc peut-être, après on peut voir autre chose, c'est qu'on n'a aucun ailier véritable en tout cas. Donc peut-être aussi on a voulu recentrer le jeu au niveau de nos ailiers qui sont passés de juste du coup avec même la board un petit peu en 10, un peu excentré. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait le jeu. On avait peut-être moins de joueurs à disposition parce qu'au final au milieu de terrain, bah, tu le vois, à part des très jeunes après, tu n'avais pas grand monde. Donc peut-être que le tout a fait qu'il s'est dit bah, on va partir comme ça. Maintenant, ça avait l'air quand même un peu travaillé, donc peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir sur certains matchs en deuxième partie de saison. Qu'est-ce que vous avez pensé du rôle des pistons? J'ai l'impression qu'un Jordan Lotomba, par exemple, s'est senti beaucoup plus à l'aise, du moins offensivement. Ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vu aussi proche de la surface. Alors forcément, le dispositif fait qu'il est amené à être beaucoup plus offensif. Mais est-ce que c'est pas ça aussi la solution, à savoir installer quelque chose de plus large avec ces trois défenseurs centraux, chercher la largeur au maximum pour ensuite peut-être piquer dans l'axe? C'est une chose qu'on a quand même réussi à faire et bien faire. J'ai en tête quand même certaines actions avec des mouvements romains où eh bien, ça jouait bien au football quoi finalement. Ouais, bah moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de variété dans ce système de jeu que dans le 4-3-3, parce que le 4-3-3, en gros, c'est on attend, on attend, on attend. Dante, il fait sa diagonale, et voilà quoi. Mais tandis que là, le danger, il venait un peu de partout. Ça pouvait venir des côtés, avec Tom Loucher qui a fait un bon match, un très bon match même. Et Lotomba, comme tu dis, ouais, qui a plus percuté, qui a été plus à son aise. Et après, ça combinait aussi au milieu de terrain. Donc, avec un des trois centraux qui arrivait toujours à ressortir un petit peu et à créer le surnombre. Et ça combinait très, très bien, quoi. Et j'ai trouvé que ouais, dans ce dispositif, tu avais plus de. Tu étais moins prévisible. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et ça a fait du bien, que ça soit même au niveau du jeu, etc. Voilà. Après, on parlera des cas individuels qui m'ont un peu déçu, mais sinon, dans la globalité, Hmm. surtout en première mi-temps, on a vu que bah, voilà, ça passait par les côtés, il y avait des centres, ou sinon ça passait dans l'axe. Enfin voilà, c'était plus vivant qu'avec un 4-3-3 qui est un peu trop stéréotypé à mon goût, et on en parle tout le temps dans ton émission, où voilà, on est un peu trop. Maintenant, on est attendu, et les équipes commencent un petit peu trop à lire notre jeu, quoi. Elliot, je suppose que sur la physionomie du match, il y a quand même peut-être des regrets côté Auxerrois, de se dire que finalement vous perdez qu'au penalty. Alors on va pas dire que. J'ai pas envie de dire que c'est la loterie parce que c'est pas vrai, hein. Il y a, je pense, eu hier un grand gardien dans les cages de l'OGC Nice. Mais finalement, de se dire que vous n'êtes pas passé loin de nous sortir, hein, ce but hors jeu aussi en deuxième mi-temps, ces occasions aussi, cette occasion en fin de match. Finalement, comment tu l'analyses un peu à froid cette rencontre? Est-ce que tu es plutôt satisfait au vu des absents? Est-ce que ça te conforte dans l'idée que finalement le championnat est l'objectif prioritaire? Ouais, je suis satisfait dans la manière dont on a défendu, on a résisté. Les 4 derrière vraiment solides. Après, quelques regrets, mais et encore, parce que déjà l'objectif c'est le championnat. Et les regrets ils sont limités parce que de toute façon, enfin, si on regarde le match, on méritait pas forcément de gagner. Après, c'est vrai qu'on a eu des occasions. Tactiquement, on a répondu présent. Là où moi j'aurais pensé que Pélissier, il aurait plus mis l'accent sur la défense. Là, on a vraiment vu des séquences où les latéraux étaient offensifs. En fait, on a pris Nice, sur des séquences, on a pris Nice comme on aurait pris Saint-Étienne, Bordeaux ou une belle équipe de Ligue 2, quoi. On a vraiment on a respecté nos principes et en ça, c'est satisfaisant. Après, il y a des moments où on s'est fait déséquilibrer. La défense à 5, c'est compliqué. C'était compliqué avec Furlan, c'est compliqué avec Pélissier. Et pour rebondir, vous disiez que justement, il n'y avait pas d'ailier dans votre plan de jeu. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vos pistons prenait le rôle des ailiers, enfin le rôle du piston, quoi. Et du coup, ça permettait à Laborde de rentrer et vraiment un surnom dans la surface. Et tactiquement, vous aviez jamais joué comme ça, mais il y avait des circuits.
moi je me suis dit, enfin, je regarde un peu moins Nice cette saison, mais c'est super bien huilé, quoi. Il y avait des circuits de passe, des circuits de jeu, des déplacements. Je pense que ça avait vraiment été travaillé à l'entraînement la semaine, et c'était vraiment beau. Il y avait des séquences vraiment super à avoir joué. Après, sur le contenu du match, finalement, la logique est respectée. Ouais, j'ai en tête, tu parles de circuit de passe, ce jeu à une touche avec ce centre de Lotomba qui est sorti de la tête, je crois, par Joubal, qui a été très bon, hein, ce que nous dit Talabanans sur le chat Twitch. Euh, Concrètement, ouais, ce dispositif-là, Anto, est-ce que pour toi, lorsque tous les titulaires reviendront et qu'on aura une équipe sur le papier plus compétitif, est-ce que tu aimerais le revoir? Après, honnêtement, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait d'habitude. Si on prend un peu de recul. Le seul truc chiant, c'est que tu as des latéraux qui prennent la place de tes ailiers d'habitude, qui collent les lignes. Mais en réalité, tu as toujours Youssouf, on va dire, en 6, qui redescend un petit peu et qui se place au niveau des deux autres. Et après, tu as souvent Boga et Laborde qui collent les lignes. Là, ça a été l'inverse. C'est ce qu'on demandait beaucoup, notamment quand on avait Diop un peu ailier, qu'on voulait voir un peu plus dans l'axe. Même Boga, hein, c'est un mec qu'on aimerait un peu plus voir dans le cœur du jeu. Donc, bien sûr que c'est quelque chose que j'aimerais revoir. Ça, on va peut-être pouvoir aussi modeler un peu tout ça et faire un peu les deux dans un même match. Donc, ça va être intéressant et surtout, bah, on a de l'assurance par rapport à ça maintenant. Il y a Alex qui nous dit pour moi le symbole de ce match-là est le manque de réussite et d'efficacité sur les occasions. Notamment, il parle de l'action de Tom Louchet. Je crois que c'est l'une des toutes premières occasions de la rencontre sur le tir contré de Terem Moffi. Romain, quel est ton ressenti? Est-ce que tu restes un peu sur ta faim en gardant en tête les nombreuses occasions ratées, parce qu'il y en a eu énormément, on l'a dit, 4 ou 5, ou est-ce que pour toi vraiment le fait que l'équipe soit modelée d'une manière très particulière, le fait qu'il y ait énormément de jeunes, finalement ça prend le pas sur le contenu et le problème qu'on mentionne depuis le début de saison, à savoir la finition? Non, après, c'est frustrant quand tu finis pas tes occasions. C'est quand même un peu frustrant. Bon, après, celle de Tom Louchet, franchement, enfin, moi, vu du stade, elle est dure parce que ça revient cash sur lui, ça revient assez vite. Enfin, bref, c'est pas non plus facile à mettre, quoi. Ça revient dans ses pattes. Enfin, bref. Mais après, non, c'est frustrant de ne pas convertir les occasions, surtout quand tu as des occasions nettes. Enfin, je pense à celle de la Borde en deuxième mi-temps. Hmm. Elle est Ouais. très, très nette, celle-là. Mais après, ce qui est encore plus frustrant, c'est les situations que tu as qui amènent rien, en fait. C'est-à-dire que des fois, tu as des centres devant le but qui, de la tribune, en tout cas, ils ont l'air plutôt intéressants, mais tu n'as jamais personne qui est là pour couper la trajectoire ou quoi que ce soit. Et moi, c'est plus ça aussi qui me frustre parce il y a des coups qui peuvent tellement être, enfin, qui sont plutôt bien joués, mais je sais pas, t'as pas ce joueur qui va venir, qui va couper la trajectoire, qui va être à la réception du centre et tout. Mais après, voilà, et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu à notre jeu. Parce que ouais, c'est frustrant, quoi. Tu vois qu'il y a du ballon, tu vois que dans les transmissions, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, il te manque toujours ce truc. Et puis, tu te fais peur jusqu'à la fin, quoi. Voilà, Hmm. si Auxerre, j'ai pas revu, mais il me semble que ouais, le hors-jeu, il est indiscutable. Mais après, ouais, Alors, Auxerre. Ouais, je j'ai pas revu, hein, donc Alors, c'est j'ai vu le replay ce matin. Honnêtement, il y a pas ouais. de ralenti. Mais je crois même pas qu'il y ait de ralenti sur l'action. Ah ouais? Donc, Je Moi, il y en a un, il est un peu. ah ouais, Il y en a un seul, il est un peu. C'est vrai qu'il est un peu derrière, quoi. C'est pas net, quoi. Franchement, c'est pas Bon, correct. enfin, je sais pas. Nous, après, vu du stade, ça va vite. Je crois que Ouais. ça joue à une touche sur le. Mais voilà, sur un truc comme ça, en plus, il n'y a pas la VAR. Donc, voilà, de suite, tu peux te faire peur, tu peux te prendre un pion, alors que, voilà, en première mi-temps, tu te dois ouais, de rentrer au vestiaire, je pense, avec quand même, au minimum, au moins un but, quoi, et l'action de la board. Putain, t'as pas le droit, quoi. T'es dans les 6 mètres. T'as personne devant toi, t'as personne à côté de toi, t'es seul au monde. Ouais. Et tu fais un peu de la merde. Mais voilà, après, faut. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a de l'évolution dans notre jeu. Euh, et bah, maintenant, il y a eu de l'évolution dans le jeu. Donc, peut-être qu'il y aura de l'évolution offensivement. Donc, enfin, moi, c'est hmm. tout ce que je demande.
Et c'est le point à travailler, je pense, pour la deuxième partie de saison, quoi. Et effectivement, avec ce mercato dont on va évoquer notamment le premier dossier tout à l'heure, assez chaud, pour le coup, c'est le cas de le dire, avec notamment Mathieu, arobase Fulginiste, sur Twitter. Le grand bonhomme aussi de ce match et de cette qualification, messieurs, c'est Marcin Bulka. On se rappelle de cette séance de penalty au Parc des Princes qui nous a amené il y a 2 ans en finale de... Non, pas en finale, en quart de finale de Coupe de France. C'était un huitième, je crois, de mémoire. Marcin Bulka qui nous a tout simplement sorti d'un piège, j'ai envie de dire, Anto, un match, comme disait Romain, je vais pas dire mal embarqué, mais qui aurait pu tourner à la faveur de Auxerre sur la séance de penalty. Et finalement, Bulka, bien aidé par la suite dans le dos, qui nous a qualifiés pour les 16e de finale et qui confirme et qui montre que cette année, il est top 3 de son championnat, quoi. Ouais, carrément. Puis même dans le match, il a rattrapé toutes les erreurs enfin toutes les petites erreurs qu'ont pu faire les jeunes. Il était toujours derrière à sauter sur les ballons et tout. Donc non, ce mec est grand et c'est ouf. En vrai, moi, ça m'impressionne le fait que ça soit l'idole du stade en fait. C'est quand même très très rare qu'un gardien de but soit autant idolâtré et c'est beau à voir et il nous le rend bien et la communion avec le public, elle est toujours incroyable. Donc non, grande démarche, hein. Reste 10 ans maintenant. Ouais, 15. c'est vrai, cette communion, Romain, on en parlait un peu avant le début de l'émission. Moi, ce qui m'a bluffé, alors je n'étais pas au stade, j'ai vu le match en replay, c'est de voir toute l'émulsion en fait autour de cette séance de tir au but, se dire ah ouais, enfin on est que sur un 32e. Moi, ça m'a marqué. Enfin, je sais pas du stade comment vous l'avez vécu, les gars, mais ouais, Boulka Ah, c'est qui a réveillé tout le monde, quoi. Ah ouais, non, mais carrément, c'est à chaque penalty, t'entendais Boulka, Boulka. Et Ouais, c'était ouf. là, c'est un truc de fou. Et puis même quand il l'arrête, tout le monde qui saute dans les tribunes et tout. Enfin, franchement, ouais, c'était franchement une ambiance sympa, quoi. Mais après, ouais, après, c'est le joueur que tu es obligé d'aimer. Avant chaque échauffement, il arrive, il tape sur le blason. Enfin bref, c'est un mec enfin voilà, en plus tu sens que c'est pas du cinéma, c'est pas du Hmm, fake. Tu sens il y a ce truc avec le club, comme beaucoup de joueurs, je trouve, cette année. hmm. Et c'est ça aussi qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a vraiment un groupe et tu sens quand même que Nice, c'est pas juste un club comme ça, quoi. Quand tu entends Rosario qui dit qu'il est tombé dans ce club, c'est un peu comme une famille, etc. Tu vois des mecs comme Thuram. Thuram, le dernier match contre Lens, il y avait Thuram et Todibo en tribune. Mais quand on a marqué le deuxième but, ou le premier, enfin je sais pas, mais quand on a marqué, ils étaient comme des fous, comme des fous. Et ça, c'est un truc, tu triches pas, quoi. Hmm. Dans ces moments-là, tu triches pas. Et ça fait plaisir à voir qu'il y ait des joueurs qui se sentent concernés, en sachant par où on est passé enfin, cette dernière année où le projet il change. Donc de suite dans les joueurs qui sont arrivés, bah, ça joue forcément dans les têtes. Mais voilà, les voir autant investis, c'est, ça fait plaisir et tu le ressens sur le terrain, quoi, après. Ouais, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi et au-delà de la qualification et de l'objectif atteint qui était de passer l'adversaire auxerrois, ce qui m'a profondément marqué, c'est voilà, cette communion et en fait ce groupe quoi, qui est né et pourquoi pas vivre une émotion forte en Coupe de France ou même en championnat, ou même les deux, soyons fous. Le Elliot, doublé. sur ce match, on va plutôt se focaliser sur les prestations individuelles. Qu'est-ce que tu retiens de positif sur la rencontre de manière générale? Tu peux aussi t'aventurer sur le terrain niçois si tu en as l'envie par rapport à la rencontre, un fait de jeu ou quelque chose que tu souhaitais évoquer sur la rencontre. Non, bah, déjà, côté niçois, je partage le sentiment de la kiffance de la compo avec tous les jeunes et tout. Enfin, c'est vraiment c'est un rêve, quoi. Supporter auxerrois, la formation et tout, c'est quand même un peu une religion. Votre 11, ça devait être
un kiff total, même s'il devait y avoir des craintes, parce que c'est vrai qu'il y en a, c'était leur première titu en pro et tout, donc voilà. Franchement, ils ont répondu présent, donc côté niçois, c'est peut-être ce qui peut être votre plus grande satisfaction. Après, côté Auxerrois, déjà la défense, ouais, comme je l'ai dit, solidité défensive, ce qui nous a fait défaut à certains moments cette saison, parce qu'on est meilleure attaque, mais on n'est pas meilleure défense, loin de là. Donc, ce qui nous a fait défaut, la défense, là, pour le coup, je trouve que face à des joueurs meilleurs, supérieurs techniquement à ce qu'on a en Ligue 2, tactiquement, c'était rodé. On a réussi à pas prendre l'eau, même si on a été dominé, mais on a réussi à pas encaisser. Après, offensivement, ce qu'on peut retenir, Gauthier Hein et puis Gaëtan Perrin, mais Gauthier Hein, physiquement, pas physiquement, mais techniquement, pardon, Mm. c'est la régalade, quoi. C'est un bonbon, et cette saison en Ligue 2, c'est un kiff total. Même Gaëtan Perrin, hein, franchement, Gaëtan Perrin, il fait une saison de malade. Euh, voilà, c'est mes plus grosses satisfactions, parce que c'est vrai qu'au milieu, j'ai trouvé qu'on avait pris l'eau, vraiment, le tandem Raveloson, Diouf au milieu, ça va être compliqué, là, la CAN, ça va être vraiment compliqué. Après, satisfaction, peut-être Akpa, qui a été correct sur son côté gauche. De Persin, franchement, c'est pas. On sait que. Enfin, moi, je pensais que derrière Léon, c'était vraiment chaud. Finalement, il a Mm. sorti son match, hein. Franchement, il a fait 2-3 arrêts vraiment bien. Il sort un péno. Bon, son péno, il aurait pas dû être accepté parce qu'il a pas les pieds sur la ligne, mais bon, Ouais. il n'y a pas la VAR, donc c'est aussi le jeu. Non, franchement, De Persin, satisfaction. Puis la solidité, quoi, la solidité défensive, ouais. Tu parlais de la formation auxerroise. On avait une question concernant l'apport de Djibril Cissé dans le staff. Alors déjà, quel poste occupe-t-il exactement et voilà, est-ce que il y a eu un effet suite à son arrivée? Bon, alors, déjà, je suis pas insider, hein, mais de ce qu'on sait, c'est quelques jours par semaine, il vient faire entraîneur des attaquants, donc il fait des SP attaquants. Il n'est pas tout le temps là, c'est pareil, il se déplace à certains matchs. Enfin, voilà, il est engagé par le club pour SP attaquant, mais je pense il poursuit aussi ses activités extra-club. L'impact, je pense que c'est pas dû que à ça, hein, parce qu'il l'a dit, mais Sinayoko, je pense que ça a un impact, parce que pour le coup, devant le but, c'était vraiment compliqué. Il fait un but la saison dernière, là, il est déjà à 3 ou 4, il score, il met des beaux buts, des vrais gestes d'attaquant, avec des bons déplacements, il coupe au premier poteau, etc. Donc je pense pour le coup que ça a un impact. Après, notre neuf censé être titulaire, euh, il est pas bon. Florian Hayé, c'est un bide, même s'il fait quelques stats dans le jeu, c'est pas correct du tout. Donc, c'est sympa d'avoir Djibril Cissé, surtout pour le signe, pour le symbole, quoi. Et puis, je pense que ça, à long terme, ça pourra avoir un impact peut-être sur la formation. Mais je crois qu'il intervient que dans le groupe pro. Hmm. Donc, mais bon, je pense que voilà, le joueur voulait peut-être sûrement revenir dans le staff. Le staff lui a fait une place. C'est donnant-donnant. Et voilà, je pense que Djibril Cissé, c'est quand même un attaquant qui peut se permettre de donner quelques conseils, quoi. Ouais, effectivement. Côté performance individuelle, Anto, je sens que je sens que tu as envie de parler d'un joueur. Non, mais plus globalement, en fait, objectivement, voilà, qu'est-ce qui t'a plu individuellement? On a parlé un peu collectivement du jeu, des principes un peu du fariolisme hein, qu'on commence à connaître, des mouvements assez naturels hein, qu'on a vu offensivement. Mais voilà, qu'est-ce que tu retiens aussi dans les prestations des joueurs? Bien sûr, on va commencer par le monstre. Le crack, si ton milieu de terrain, Elliott, n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait Reda Meilayan, c'est tout. Non, tellement content qu'il ait joué, il a été bon. Alors, ça a été un peu sur courant alternatif, mais en tout cas, on voit que ce mec-là, il a du ballon, qu'il a des qualités, qu'il peut nous apporter. Il donne beaucoup de coups aussi, il récupère des ballons. Pourtant, c'est un petit gabarit. Et j'espère qu'il aura l'occasion d'avoir un peu plus des minutes, tout simplement, en Ligue 1. Sur des fins de match ou quoi que ce soit. Je pense qu'il peut apporter, c'est surtout un profil qui est vraiment différent de ce qu'on a. On a vu que dans les petits espaces et tout ça, il n'avait pas peur et c'est assez ouf pour un mec qui a si peu d'expérience d'être aussi serein. Donc ça fait vraiment plaisir. Et sinon, globalement, on a sorti un bon match. Et ce qui est fou, c'est que peut-être nos moins bons, ça a été les, la board Claude Maurice, qui sont les plus expérimentés. Les autres ont fait tous un bon match. La connexion Lotomba Mendy sur les déplacements de fonction d'Antoine Mendy était vraiment bonne et c'est une très bonne surprise. Ayoub Amraoui, c'est moins bon que les autres, mais il a fait son match, il a été costaud, il n'a pas non plus été mauvais. Donc non, c'est très très positif.
Et aussi un gros big up à Terem Moffi parce que pas sélectionné à la CAN, ça a dû lui faire un coup au moral, mais il avait la tête à l'endroit et il a fait vraiment un bon match. Il lui manquait un but et c'était top. Talabanans nous dit Reda égale Cosiello. Romain, est-ce que ça te fait Non, non, penser à. Est-ce que ça te fait il est penser au-dessus. dans le profil à Vincent Cosiello? Dans le physique, ouais, peut-être. Mais non, après, techniquement, enfin, moi, je trouve, hein, dans la percussion, du moins, je le trouve meilleur Reda quand même que Cosiello. Cosiello, il avait un excellent jeu de passe, etc. Et les jeux à une touche, deux touches, c'était très bon. Mais, et il grattait quand même quelques ballons malgré son physique, c'est vrai. Mais après, deux, trois fois, techniquement, tu vois que Reda, quand même, c'est quand même, ouais, c'est quand même au-dessus. Et moi, j'ai eu la chance de le voir en 17. Et déjà en 17, moi, j'adorais ce joueur. Et je sais pas, et même il est dans sa tête et tout, il est rigolo. Mais j'aimais bien ce joueur, bah, comme Mendy, hein, parce que c'est la même génération. Ils ont joué tous ensemble en 17. Et ouais, c'est deux joueurs que j'aimais beaucoup. Mais Reda, c'est vrai que à chaque fois, j'aimais bien le voir jouer. Il était un peu plus haut à l'époque. Mais voilà, techniquement, tu sens que le bonhomme, il a du ballon, quoi. Et après, pour parler des individualités, bah, il a tout dit, hein. Mais moi, un truc qui m'a marqué, c'est Mendy. J'ai toujours dit que le pauvre, qu'il avait des boîtes. Ouais. Et Est-ce non, qu'on serait sur un mea culpa, Romain, là? ah ouais, mais non, mais carrément. Non, non, carrément. Et vraiment, et là où ça m'a impressionné, c'est il allonge une ou deux fois. Ouais. Et les deux fois, La première action, c'est lui, hein. Le ballon dans ah la ouais, ouais. profondeur, il a fait un peu comme Todibo contre Strasbourg, un peu, tu vois. Ouais. Exactement. Et même après, il envoie une longue comme il fait Dante. Et ça allait pile dans les pieds, quoi. Mm. Donc, gros mea culpa. Après, je savais que voilà, c'est un très bon jeune, tant dans la mentalité que dans le jeu, etc. Mais je me disais que peut-être qu'il y aurait un manque à ce niveau-là, au niveau de ce que veut Farioli. Et très, 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 très content que, bah, au final, ça match. Et j'espère qu'on va le voir un petit peu plus souvent. S'il y a un absent ou quoi, je pense qu'il peut vraiment apporter, bah, voilà, sa pierre à l'édifice, quoi. Il y a Pseman qui disait justement que le poste d'Antoine Mendy, c'était plutôt dans l'axe, finalement, alors que l'année dernière, on l'a surtout vu piston droit. Finalement, ouais, c'est peut-être Et- plus ton poste, Romain. Ah ouais, ouais, carrément. Bah, tu sais qu'en 17, il jouait ailier droit, hein, quand même. Mais Ah oui. ouais, ouais. Mais non, non, c'est bien. Il a la carrure. Il a, bah, il a pas les boîtes, il a pas les boîtes aux pieds finalement. Et après, bah, je trouve que dans l'agressivité, dans la bonne agressivité, parce qu'en deuxième mi-temps, au bout d'un moment, il harangue l'Auxerrois. Franchement, non, c'est très, 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 très sympa. Et déjà contre Lens, on avait vu contre une équipe physique que bah voilà, il était là, il allait au charbon. Non, franchement, ouais, très bon coup. Et si ça peut être une bonne surprise de la deuxième partie de saison, attention, je dis pas en tant que titulaire parce que c'est mort, mais en tout cas comme deuxième couteau, tu vois, au lieu de trouver des trucs Rosario derrière ou des conneries comme ça, je pense que ça peut être sympa, quoi. Justement, on en parlera peut-être un peu plus en détail dans la deuxième partie sur le Par mercato. contre, Pancho, désolé, parce que je viens juste de dire son nom, mais Rosario, je l'ai encore trouvé très bon. Alors, tu m'enlèves les mots de la bouche puisque je comptais réellement en parler. C'est vrai que on l'annonçait déjà capitaine, du moins sur la compo de Mm. Nice ce matin. Ouais. Il était annoncé capitaine alors que Anto a des problèmes de caméra vraisemblablement. C'était Gaëtan Laborde, hein, qui a récupéré le brassard, mais il a fait un match Rosario et j'ai l'impression que depuis Lens, parce qu'il est positionné dans ce rôle peut-être plus naturel pour lui aussi, hein, Mm. euh, au milieu de terrain, il a gratté un nombre incalculable de ballons. Je trouve que techniquement, il progresse énormément. Il se projette plus aussi. En deuxième mi-temps, il a une occasion qui est contrée, qui doit aller au fond. Mais ouais, moi, c'était vraiment je vais pas dire le coup de cœur, mais puisqu'on est dans la soirée des mea culpa, je dois le dire aussi, hein, Rosario, Mm. j'ai pas été tendre avec lui, mais je trouve que
Il répond toujours présent partout où il joue et force est de constater qu'on aime ou pas le joueur, il fait le taf et il a l'air d'avoir une mentalité irréprochable. Et ça, c'est tout à son honneur parce qu'il n'a pas connu, je pense, des moments très, très faciles depuis qu'il est à l'OGC Nice. Et je voulais parler d'Antoine Mendy, mais vous l'avez dit, le joueur aussi qui a été je pense, à son avantage, c'est Tom Louchet. Je trouvais, alors lui vraiment, pour le coup, tantôt latéral droit, tantôt milieu gauche, milieu droit. Quel est son poste au juste à Tom Louchet? On verra. Alors, pareil, je l'avais en 17 et à la base, il était 10 ou sur un côté. Et là, à vrai dire, piston, en tout cas, hier, ça lui allait plutôt pas mal. Mais après, une fois, il m'a fait peur parce qu'il s'est fait prendre un petit ballon dans le dos. Mais sinon, ouais, il a été incroyable. Et après, franchement, hein, si tu me demandais de mettre une pièce sur Louchet il y a 2 ans, je t'aurais dit, tu le verras jamais en Ligue 1. Hein. Mais fatalité, écoute, il fait le taf et c'est peut-être pour ça que je suis pas entraîneur. Quoi. Beaucoup trop humble. Non, t'inquiète pas. Messieurs, concernant ce match, alors l'OGC Nice s'est qualifié pour les 16e de finale. J'ai pas vu exactement la date du tirage, mais pour conclure déjà, voilà la Coupe de France, j'avais vu un truc passer sur Twitter, des parcours sur les dernières années, absolument terrifiantes vraiment, hein, le nombre d'éliminations en 32e de finale sur les dernières années, c'est terrible. On va pas se rappeler de ce qu'il s'est passé l'année dernière, hein, vraiment, c'est pas nécessaire, Si, en vrai, c'est un bon souvenir. Oui. Non mais regarde, ça a déchanté tout ça. Oui, mais on avait passé quand même une soirée atroce, hein, le soir de cette défaite contre le Puy-Foot. Mais globalement, messieurs, la Coupe de France, vrai objectif cette année pour l'OGC Nice. Est-ce qu'on peut vivre et est-ce qu'on doit vivre une épopée dans les objectifs fixés cette saison? Qu'est-ce qui vous conviendrait forcément de la gagner, mais vous voyez l'équipe aller jusqu'où cette année, concrètement, avec votre boule de cristal? Anto, peut-être pour commencer. On la gagne, c'est le doublé cette année. Ah oui. On va commencer à marquer des buts, et une fois qu'on aura commencé à marquer des buts, ce sera vraiment une équipe sérieuse. Et ça, je te le dis depuis longtemps. Non, au-delà de ça, bien sûr, faire un beau parcours, ça te donne déjà du temps de jeu à ceux qui jouent un peu moins. Et puis, c'est la Coupe de France et les émotions, tu vois. Je pense que Choufou, il peut en parler aussi. Mais hier, pendant les pénaltys, il n'y a que la Coupe de France qui te fait ça, tu vois. Et peut-être la Coupe d'Europe, mais on n'est pas assez habitué pour en parler. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc, non, franchement, j'ai envie de retourner à Paris. C'est encore un traumatisme, mais je veux une fois la gagner. Donc, non, il faut que cette année, sans Coupe d'Europe, on se focalise aussi là-dessus. Messieurs, on va clôturer cette première partie sur... Ouais, vas-y, Romain. Il y a juste... Bon, après, ça veut peut-être rien dire, hein, mais il y a Bokeh, il a souhaité la bonne année sur Twitter. Ah, tu l'as vu? Ouais, c'est un crack. et il a mis le petit truc rouge et noir et à côté, masque et tuba. Donc, peut-être il a fait ça aujourd'hui, j'ai pas vu. Voilà, à l'instant, je crois. Il doit être devant l'émission, je pense. À 20h38. Fabrice, bravo. Et merci pour ton vin. Elliot, merci beaucoup pour ta venue. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la JOCR? La montée en Ligue 1? Safe? Sans barrage? Ah non. Franchement, aujourd'hui, je ne saurais pas dire on est la meilleure équipe de Ligue 2 selon moi, mais ça va être compliqué d'aller chercher Angers. Là, on a une grosse phase en plus pendant la CAN. Là, on joue vraiment des gros matchs pendant la CAN. Donc, à voir après les 5 prochains matchs, on aura déjà un objectif un peu plus clair et fixe pour la fin de saison. En tout cas, merci à toi pour ta venue, Elliot. On souhaite plein de bonnes choses à la JOCR pour cette saison avec cette remontée. Et puis, écoute, au plaisir d'un retour dans l'émission l'année prochaine. Si ton équipe est en Ligue 1, et merci pour ta disponibilité, pour ta venue ce soir. Je t'invite à... Merci à toi pour... Vas-y. Je t'invite à quitter tranquillement la room. Avant qu'on accueille Mathieu, je ne lui ai pas envoyé un message.
Peut-être, messieurs, déjà, avant de parler de ce qui nous intéresse, Mohamed Ali Chaud, peut-être un petit point sur les rumeurs mercato de ces derniers jours. On a vu quand même pas mal de noms passer. Thilo Kehrer, l'ailier norvégien Velde, Denis Bouanga, Pellistri. Peut-être déjà Anto sur ces rumeurs avant qu'on s'attaque vraiment au gros dossier de ce soir. Est-ce que c'est rassurant de se dire que finalement ce qu'on voit sur le terrain a été aussi identifié par le board, à savoir un ailier offensif polyvalent et une volonté aussi peut-être de récupérer un joueur en défense centrale? Bah ouais, carrément. Après, bon, on va toujours mettre un truc, c'est que les rumeurs maintenant à Nice, bah ça sert à rien, puisque à chaque fois on nous sort un joueur. Si chaud signe demain, c'est le typique Isolfi, il a fait sortir 20 de ses rumeurs, et puis finalement t'as un mec qui arrive qui signe le lendemain que tout le monde l'annonce. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si c'est vraiment lui, c'est très cool. C'est un des postes où on était vraiment un petit peu dans le besoin. Surtout que Buonani et Baldé, bon, il y a des blessures et tout ça, mais apportent pas forcément une concurrence énorme. Et puis après, sur le reste, on n'avait pas d'argent. D'un coup, on en trouve. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on aura encore un peu plus d'argent pour recruter quelqu'un d'autre? Est-ce que ce match de Coupe de France et le match contre Lens a aussi donné des idées à Farioli Gisolfi de dire, ben, en fait, on va finir la saison avec Mendy, Robson Bambou, peut-être, pourquoi pas? Non, mais peut-être que ça va être la bonne histoire et qui va nous apporter quelques bons matchs. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est une bonne première recrue si c'est lui. Et je pense qu'on n'a pas énormément besoin de plus, très honnêtement. Tu sais, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense qu'au mercato d'hiver, tu peux pas faire énormément gros coups. Donc, non, c'est très très bien. Oui, effectivement. Alors, on va en parler avec Mathieu, @fulginiste, qui a suivi Mohamed Ali Chaud pendant 2-3 saisons au SCO d'Angers avant son transfert à la Real Sociedad. Mais déjà, dans un premier temps, voilà les rumeurs. On a annoncé également Florian Thauvin, hein, euh, Mm. bon. Non, mais c'est fou. Non, franchement, il y a des trucs qui sont. Mais c'est pour ça que je dis plus rien, parce que tout. Non mais Comme on dit tous. raconte quand même les backstage, parce que hier tu me dis quand même, tu m'envoies un message en me disant il y a du lourd et tout, je te réponds j'espère que c'est pas Tovin sinon tu ne Ouais. viens pas. Tu m'as quand même Et, dit que bah, du coup je vais avoir le micro coupé. Voilà ouais, donc ouais, non, mais grave. Et en fait, c'est pour ça que tu vois, heureusement il faut plus rien mettre en fait sur Twitter. Parce que tu avais ça, donc moi, où on me dit il y a un accord, il y a des discussions, l'accord il est quasiment bouclé, enfin bref, voilà. Après, tu apprends que tu as Ali Chaud qui va débarquer. Et une semaine avant, on me dit ouais, de toute manière, Ineos pour cet hiver, il n'y aura pas d'argent de remis. Au final, on s'oriente vers un transfert sec. Donc voilà. Après, attention, Ineos n'a jamais dit qu'il coupait les robinets. C'est juste que, bah voilà, ils ont dit, moi, ce qu'on m'avait dit hein, à la base, hmm. c'est que on pouvait faire donc des prêts avec option d'achat. Et même si c'était une option d'achat qui était assez conséquente, s'il y avait une qualification en Europa League ou en Ligue des Champions, Ineos ferait tout pour lever l'option d'achat. Mais qu'à ce jour, on n'avait pas des masses à sortir, quoi. Et au final, on nous sort un transfert à 10 plus 2. Donc, à savoir si ça va être comme Mofi l'année dernière. Mais bon, on ne s'oriente pas là-dessus. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez incompréhensible tout ce qui se passe. Et j'en viens même à douter de ce truc, de se dire, ouais, on brouille les pistes et on dit qu'on n'a plus un rond, mais même au niveau des agents, parce que des fois, c'est quand même des mecs qui sont vraiment dans le milieu du foot qui me disent certaines choses. Et même eux, franchement, ils comprennent plus rien. Ils comprennent plus rien. Donc, est-ce que il y a une volonté de faire croire que moi, j'y croyais pas, hein. Mais en fait, quand entends parler certaines personnes, tu te dis, ouais, c'est obligatoirement ça, c'est pas possible. Mais Si tu fais un transfert à 12 millions, c'est alors que tu es censé, tu dis à tout le monde que tu n'as plus un rond.
C'est un truc de Mais, fou. mais moi, je pense, pour le coup, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser un peu à la rumeur Thilo Kehrer, parce que ça avait un peu râlé sur Twitter par rapport au fait que vraisemblablement on était sur le joueur et qu'il ait choisi de rejoindre l'AS Monaco. Euh, mais concrètement, moi, je pense aussi que c'était une stratégie de se dire, euh, eh bien, on va pas faire de folie, ou alors on a, comme tu le dis, pas un rond, et derrière, finalement, ben, en sous-marin, quoi, comme Guy Mhm. Zolfi nous a habitués l'été dernier, tu sors de sous ton chapeau un Mohamed Ali Chaud, alors que Mathieu est arrivé, je vais l'intégrer tout de suite dans l'asset de l'émission pour nous parler, eh bien, de Mohamed Ali Chaud, qui, comme vous le savez, puisque si vous êtes là, vous le savez, va rejoindre l'OGC Nice pour un montant de 12 millions d'euros, bonus compris, 10 plus 2, 15% à la revente. C'est un joueur de 19 ans qui est franco-anglais, qui a commencé très jeune du côté du SCO d'Angers. J'ai les stats sous les yeux. Globalement, alors il a été international U21 français. Cette saison, il a joué un total de 16 matchs pour à peine 459 minutes. Je vous blende de stats, hein, c'est pour moi. En Ligue 1, il avait été très précoce, je crois de mémoire, buteur à 16 ou 17 ans. Je suis sur Transfer Market pour vous dire quelque chose de très précis. Comme ça, on aura tous les éléments. Avec le SCO, donc c'est 55 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts, une passe D. Donc c'est pas non plus dingue en termes de stats, mais c'est un joueur de 2004 qui va faire 20 ans dans 12 jours. Et pour nous en parler ce soir en long et en large, vous le reconnaissez. Alors on ne le voit pas cette saison malheureusement, puisque le SCO n'est plus en Ligue 1. Prochain. C'est Mathieu, @Fulginis sur Twitter. C'est toujours Fulginiste d'ailleurs. Oui, oui, oui. Tu ne veux pas changer. Non, je reste fidèle, on va dire. Ça marche. Bon, comment tu vas, Mathieu? Bah, ça va et vous tous? Bah écoute, on est pris un peu Surpris. sur le fait accompli, je ne te cache pas. On le disait, voilà, on est passé un peu par toutes les émotions. Ça parlait de Florian Thauvin hier. Finalement, là, on se retrouve avec ce jeune joueur. Donc, ça a été confirmé, je l'ai dit, hein, par les différents médias nationaux, l'équipe RMC. Euh, Ça ne fait plus aucun doute que le joueur signe à l'OGC Nice. Merci énormément à Talabanance pour l'abonnement offert à Matt. Quel gros rat ce Matt, même pas capable d'envoyer un sub à la chaîne. Mais bon, ça c'est un Je détail. dégoûte ce mec. Euh, Concrètement, si je te parle de Mohamed Ali Chaud, Mathieu, tu penses quoi de prime abord là? Moi, je pense attaquant, plutôt ailier, explosif, comme je te disais par message. Je pense à quelqu'un de évidemment très jeune encore. Tu as rappelé qu'il était né en 2004. Donc chez nous, il est arrivé jeune, il a débuté jeune sous Stéphane Moulin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais il a vraiment percé sous Gérald Baticle il y a 2 ans. Euh, C'était un attaquant qui était utilisé plutôt en double pointe dans un 3-5-2, 5-3-2, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais à 2 pointes. Et lui, enfin, je sais pas si c'est lui qui tournait autour de l'attaquant, mais à l'époque c'était Sofiane Bouffal, Hmm. qui était quelqu'un de très technique, donc pas forcément mobile, enfin, qui était assez fixe. Et du coup, Mohamed Ali Chaud, lui, avait pour mission aussi d'élargir les blocs, de prendre la profondeur, enfin d'étirer tout ça. Et moi, je le vois plutôt sur un côté, honnêtement, parce que c'est là où il peut vraiment montrer toutes ses qualités, dans le sens où, comme c'est quelqu'un d'explosif, de rapide, de vif, il peut prendre la profondeur vraiment sur le côté, repiquer dans l'axe, enrouler gauche, enrouler droit. Enfin, Hmm. pour moi, c'est quelqu'un plutôt de ce profil-là, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui avait commencé très très jeune aussi, hein, au cours de la saison 2020-2021.
Romain ou Anto, si vous avez des questions à poser à Mathieu par rapport au profil, c'est un garçon qui a un parcours assez atypique hein, quand même, Ouais. puisque, comme je l'ai dit, il est franco-anglais, il est passé par certains clubs anglais, Everton, il me semble, de mémoire Ouais, en et pré-formation, à Everton. et puis il s'est Ouais, retrouvé, par le centre de formation du PSG aussi. Ouais. Ok, tu vois, donc euh, peut-être voilà, toi tu l'imagines plutôt sur un côté. Alors c'est un gaucher, mais qui Mm. quand même semble avoir un bon pied droit de ce que j'ai pu voir ou lire. Oui, 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 j'ai de souvenirs de lui. Il a un pied droit, enfin, il peut se servir d'un pied droit, de son pied droit plutôt, plus que certains autres gauchers. J'irai pas jusqu'à le comparer au côté ambidextre de Ryan Cherky par exemple, mais dans la qualité de dribble, je pense que ça s'en rapproche un petit peu. Dans le sens où il peut dribbler pied droit, pied gauche. Il peut finir devant le but aussi un peu pied droit et pied gauche, plutôt pied gauche habituellement. Mais ouais, hein, enfin, au niveau de qualité technique et physique intrinsèque, je dirais que c'est un bon mélange entre Cherki et Dembélé de Paris. Toute Ok. proportion gardée évidemment, parce que je t'avais parlé de Nicolas Pepe. Bon, c'était une déception pour Je vous, vois mais pas pour qui nous, c'est. on en garde un beau souvenir. Mais dans les qualités sur le papier et intrinsèques, c'est un peu ce genre de joueur-là, quoi. Alors, il y a Christophe qui nous demande, est-il fragile? Parce que c'est vrai qu'il a été apparemment assez souvent blessé, notamment du côté de la Sociedad. Je n'ai pas dit, il a rejoint la Real Sociedad à l'été 2022 pour une douzaine de millions d'euros, contrat de 5 ans. Donc là, il lui restait 3 ans et demi de contrat. Voilà, pour qu'on comprenne cet élément en compte dans le prix d'achat. Parce que Mm. vous savez que dans le montant d'un transfert, on prend en compte aussi les années de contrat à racheter. Et surtout, il me semble qu'on a un pourcentage à la revente qui doit être 20%. entre 15 et En 25%. fait, Ouais, c'est ça. chaque mercato hivernal, on vous régale, quoi. Ah, franchement, royal, hein. Moi, je peux pas dire mieux. Franchement, Nice, c'est notre meilleur client, vraiment. Nico Justement, alors Pepe, Brahimi. par rapport à la fragilité physique, est-ce que tu as des souvenirs de son passage chez vous Oui, il peut peut-être y avoir quelques blessures à l'époque, mais vraiment très légères. Je pense que c'est enfin, la rançon du succès. Je pense que c'est l'inconvénient de ses qualités, dans le sens où, comme il a beaucoup d'explosivité, bah, il est possible que parfois les muscles peuvent être un peu fragilisés ou un peu sensibles, mais je pense qu'en se renforçant un petit peu, ça devrait, et en variant un peu son jeu, ça devrait tenir. Ouais, euh, puis c'est des petites blessures en vrai, c'est 10-12 jours. Ouais, Je c'est crois ça. qu'il y a eu une seule où c'est un peu plus d'un mois, mais sinon c'est pas des grosses blessures, donc Oui, oui. Quand c'est c'est pas musculaire en alarmant. soi, ça dure pas très longtemps. Anto, Romain, le profil du joueur, le prix payé par l'OGC Nice, tous ces éléments-là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes... alors, je me doute que vous n'avez pas une connaissance aiguë du joueur, mais est-ce que ça vous inspire confiance? Est-ce que vous paraissez convaincu de prime abord? Moi, j'aime bien. Merci. Mais non, non, moi j'aime bien parce que c'est un jeune joueur. Il a, ouais, c'est comme le disait Mathieu, ça. Ouais, Ouais, parce que j'ai l'habitude de rebaptiser tout le monde moi, dans cette émission. pas de souci. Et, mais non, non, c'est un jeune joueur qui est explosif et qui a, mine de rien, malgré son jeune âge, un peu de bouteille quand même. Et je pense que non, c'est une bonne pioche. Après, pour le tarif, moi, je le trouve un petit peu élevé. Parce que quand on voit qu'il a été acheté 11 millions, il n'a pas fait grand-chose là-bas. Et au final, on peut l'acheter 12 millions, enfin 10 plus 2. Ouais, je me dis que ou à Nice, on est très mauvais vendeur, mais ou la Sociedad, ils savent bien vendre leurs joueurs. Parce que bon, un joueur qui a rien fait, même s'il est jeune, généralement, tu rentres pas forcément dans tes frais. Donc voilà, mais après tant mieux. Moi, je trouve que c'est ce qui manque sur le côté droit. Il manque le même profil qu'un Boga, parce que on
on le voit, dès que Boga il n'est pas bien dans son match et tout, offensivement, tu as du mal. Et donc, si là, maintenant, le danger, il peut venir de la gauche et de la droite, voilà. Après, ces stats, je m'en gratte un peu, quoi. S'il peut déstabiliser une défense et mettre D'accord. le feu, et voilà. Moi, c'est tout ce que je demande, parce que après, c'est bien beau, hein. Il y a des joueurs qui ont des stats, et au final, bon, dans le jeu, ils apportent pas non plus des masses. Mais non, moi, je suis content, et je préfère 1000 fois un show à un Thauvin, par exemple. Anto, on parlait justement. Alors, on commençait à parler d'une dépendance à Jérémy Boga, du moins au profil de Jérémy Boga sur les dernières semaines. Finalement, cet achat-là aussi a une volonté d'avoir l'équivalent sur le côté droit et d'avoir un jeu peut-être voilà, un peu plus dans le déséquilibre, dans la déstabilisation. Romain l'a dit, ça ne state pas énormément. En professionnel, il a marqué 4 fois au SCO, il a marqué 2 fois à la Real Sociedad. Est-ce que voilà, dans le profil, c'est un joueur toi qui pourrait te convaincre? Alors, ça paraît pas un joueur à relancer, même si c'est vrai que les 6 derniers mois ont été compliqués, mais c'est un joueur qui est très jeune encore, qui connaît le championnat. Ça a l'air sur le papier d'être un coup malgré tout assez intéressant là, fait par Ghisolfi. Ouais, c'est un super coup. C'est un mec qui est promis un très bon avenir, qui a déjà connu beaucoup de choses à 19 ans. Il a connu le gros succès où tout le monde parlait de lui en France, notamment, je crois que c'était son match après Lyon, où Mm. tout le monde s'est excité, et à juste titre, mais où c'était incroyable. Et il a connu aussi un petit peu la phase descendante là, à la Real Sociedad, donc c'est très bien. C'est un profil qui ressemble beaucoup à Jérémy Boga, et du coup, tu te dis que bah, ça y est, on s'approche d'une attaque vraiment Farioli, qui a été construite en 6 mois, donc c'est pas mal. Et c'est un joueur qui, à la différence de Jérémy Boga, va aussi manger l'espace dans le dos de la défense. Et c'est très intéressant parce que Boga, on le voit souvent partir de loin. Lui, il va aussi apporter ça un petit peu dans le dos de la défense, de beaucoup courir. Donc ça peut être très très intéressant, et il faudra lui laisser du temps. C'est un jeune joueur quand même. Il faudra pas lui tomber dessus directement. Mais je suis persuadé que ça, peut-être pas directement, mais dans 1 an et demi, on se dira bah, c'est un des top transferts qu'il y a eu ces dernières années à Nice. Ouais, Romain, alors qu'on avait des questions sur l'investissement d'Ineos au cours de ce mercato hivernal, comme on disait tout à l'heure, là, en fait, on n'est même pas sur un prêt avec option d'achat, on est sur un transfert sec, effectivement, avec un pourcentage à la revente. J'attends. Comment? Non, j'attends de voir, parce que je crois que Mofi, à la base, on nous disait que c'était un transfert sec, et après on avait su que c'était un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc j'attends de voir, parce que franchement, ce serait fou. Voilà, et cette théorie, comme je disais tout à l'heure, de se dire, de balancer une info au club, aux agents, en disant que on n'a pas un rond, j'y croyais pas, et je pourrais commencer à y croire, quoi. Mais j'attends juste de voir si c'est un transfert sec ou une option d'achat obligatoire en fin de saison, comme on a fait avec Mofi, chose qui m'étonnerait pas non plus, tu vois. Mais j'attends. Après, après Ineos, ils veulent les sommer. S'ils veulent une équipe en Ligue des Champions, c'est pas Manchester United, c'est nous. Donc, tu vois, au bout d'un moment, ils Ouais, se mais sont rendus justement, compte. c'est ça le gros problème, et c'est un peu ce qui se disait au club aussi. C'est pour ça que il y avait certains dirigeants ouais, qui l'avaient un peu en travers, parce que ils pensaient vraiment que Ineos allait renforcer les secteurs manquants un peu en mettant quelques millions. De ce que voilà, de ce qu'on m'avait dit, c'est comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on m'avait dit, voilà, Ineos ne voulait rien mettre en plus, mais par contre, s'il y avait des prêts avec option d'achat, qui seraient prêts à les lever s'il y avait une qualification en Europa League ou en Ligue des Champions. Mais maintenant, écoute, si les dirigeants ils ont réussi à retourner le truc, ou s'ils ont eu des bons arguments pour avoir une petite rallonge pour cet hiver et tout, bah tant mieux. Moi, j'en suis le premier content. Mais en tout cas, après, il ne faut pas écouter le truc de dire que l'été prochain, on n'aura rien. L'été prochain, au minimum, on aura ce qu'on a eu depuis le début d'Ineos. Donc après, après, voilà, quand j'entends dire que ouais, Nice, on n'a pas d'oseille, qu'Ineos, c'est des radins, oui, peut-être qu'ils pourraient donner plus. Après, le faire plus financier, c'est trop complexe. Mais Non, mais il n'y a pas que ça, Romain. Enfin, là, on s'écarte un peu, mais
lorsque tu investis sur les premières années du rachat du club 50-60 millions par été et que tu as les résultats que tu as obtenus qui sont ceux qu'on connaît. Ah, ah non, mais c'est sûr. Non, Enfin, mais ce que je veux dire, je me mets à ils la ont, place ils du ont, propriétaire. Bah ouais, en fait, non. ouais, mais On va ils peut-être ont toujours. moins investir, Non, quoi. mais ouais, mais au final, ils ont toujours investi. Qui aujourd'hui en Ligue 1 fait pour cet été, même si Mofi, on l'a eu Hmm. en janvier, mais mine de rien, tu le payes cet été, 30 millions, tu mets quasi 20 ou 18 sur Boga, plus t'as des prêts bon, avec option d'achat de Sanson, etc. Mais qui aujourd'hui, en Ligue 1, met, je dis n'importe quoi, 50, 60 millions sur un mercato. T'as pas grand monde. Et ça, nous, ça fait depuis, on s'en rend pas compte, mais ça fait depuis le début d'Ineos, où tous les ans, on a entre 50, 60 millions dans le mercato. Maintenant, à savoir ce qu'ils vont faire lors d'une grosse vente. Ça, par contre, c'est la question. Ouais, effectivement, c'est l'éternelle question autour de la Hein. capacité de vente de l'OGC Nice lorsqu'on voit des clubs comme Rennes qui arrivent à vendre leurs jeunes prospects une trentaine de millions d'euros alors qu'ils ont que quelques minutes en Ligue 1. Ça laisse quand même songeur sur la capacité à l'OGC Nice de vendre ses meilleurs prospects parce que c'est avec, je crois, Club Nissa que j'en parlais, oui, cette semaine. Euh, Finalement, depuis Ineos, quelle a été la plus belle vente de l'OGC Nice? Alors, Amine Gouiri, d'accord, dans le deal qu'on connaît avec Gaëtan Laborde. La plus-value, Alan Saint-Maximin. Et encore, Ouais. pas énorme, hein. Pas Ouais, énorme, mais hein. après, Non, après t'as non, pas c'est pas. de très bons joueurs qui sont partis de Nice, tu vois, depuis Ineos. En étant honnête. T'as pas de vraies Ouais, têtes de gondole qui sont ouais. parties, tu vois. À part Lemina, mais Lemina avait 30 balais, donc bah, forcément, tu le vends pas le même prix. Donc, tu vois, t'as pas de. C'est quand il va partir Thuram, Todibo, etc., que tu pourras vraiment juger si on vend bien les joueurs ou Ouais. pas. Et voir surtout comment Ineos réinvestit l'argent. Mm, C'est ça, moi, c'est la vrai. question que je me pose. C'est savoir si tu as une enveloppe, je dis n'importe quoi, de 40, 50 millions pour l'année prochaine. Tu fais une vente de Todibo à 40, 50, 60 millions. Savoir si les 60, enfin, si la somme globale du transfert de Todibo vont être réinjectées dans notre budget ou s'il va y avoir un truc un peu space qui peut se passer au niveau de l'actionnaire. Peut-être qu'il va. Enfin, je sais pas, je sais pas. Moi, c'est juste ça la question que je me pose Hmm. vraiment. C'est savoir comment vont être réinjectés, comment Ineos va réinjecter l'argent pris sur une vente, une grosse vente. Parce que là, normalement, d'ici la fin d'année, tu as deux grosses ventes qui vont se faire, quoi. Normalement, Thuram ouais, et effectivement. Todibo. Donc, ce serait bien qu'ils réinjectent tout pour les transferts, mais tout en gardant l'enveloppe initiale. Enfin voilà, c'est peut-être beaucoup demandé, mais si tu as une belle Coupe d'Europe à la fin, ce serait le plus logique, quoi. En tout cas, on va dire. Mathieu, concernant Mohamed Ali Chaud, bon, on sait à peu près voilà, où il se peut se positionner sur le terrain, on voit à peu près le profil du joueur. Moi, j'aimerais te questionner sur les circonstances de son départ. Il est parti super jeune Mm. en Espagne. On a beaucoup lu que c'était peut-être un peu trop tôt. Comment sont passées un peu les circonstances de son départ à l'époque? Toi, est-ce que tu étais surpris de le voir partir? Est-ce que c'était à ton sens trop tôt? Est-ce qu'il avait déjà atteint un niveau au SCO qui lui permettait de prétendre à jouer à la Sociedad? Alors, si je reprends dans l'ordre au niveau chronologique surtout, son départ a été fait à une période où un peu, enfin, j'allais dire un peu tout le monde quittait le navire, mais on va dire plutôt une période de renouvellement d'effectifs au SCO, y compris au niveau de l'entraîneur, je pense. Enfin, c'était la fin d'une ère et du coup, il y avait quand même pas mal de renouvellement. Après, il est parti tôt si on se dit qu'il a fait juste une seule saison en Ligue 1. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'il confirme, enfin, qu'il prenne une deuxième saison, voire une troisième, pour bien confirmer, vraiment montrer bah, ce qu'il valait, et vraiment montrer que c'était pas juste une saison un peu coup de chance. Après, il a fait un choix de partir à la Sociedad qui, pour moi, n'est pas mauvais dans le sens où c'est pas un énorme club. C'est un club installé en Espagne, enfin, un bon club espagnol qui, à la base, jouait milieu de tableau. Enfin,
pour moi, c'était un bon palier pour lui avant, je sais pas, une équipe style le Betis ou Valence ou un truc comme ça, si on regarde en Espagne. Il me semble, enfin, je sais plus s'il avait des touches aussi en Angleterre, mais il a bien fait de pas y aller parce que c'est pas un championnat qui est fait pour ses qualités, vu que lui, il n'est pas vraiment très physique de base, il est plus vif et tout ça et technique, donc plutôt bien pour le championnat espagnol. Maintenant, son départ, il n'a pas été fait dans des mauvaises conditions, je trouve, parce que c'est surtout qu'on avait besoin de liquidité à ce moment-là, euh, que ce soit pour réinvestir, pour restructurer le club. Enfin, on avait la tribune du stade qui était en reconstruction aussi, donc il y avait peut-être besoin de la financer. Enfin, et toutes les affaires extrasportives derrière qui vont coûter des sous au club. Mais je pense que son départ était nécessaire pour les finances du club, même pour lui, parce que c'était la fin d'un cycle au club, que ce soit pour l'équipe ou pour lui. Après, il aurait pu. Enfin, je pense il aurait pas été dommage de signer dans un club français un peu plus gros que le SCO et enfin, club un peu palier ou tremplin, tu vois, genre. Les Palaces, enfin, un club comme Nice à l'époque où Nice jouait pas forcément le podium à ce moment-là, enfin, le podium top 6-7 sans être trop pessimiste, il me semble, dans la rotation. Enfin, pour l'évolution de sa carrière, je pense que ça aurait été un bon choix. Maintenant, le fait de revenir aujourd'hui à Nice, pour lui, dans ce Nice-là, est-ce que la marche n'est pas un peu haute pour un joueur à relancer aussi? Est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est une question aussi qui peut se poser. Après, pour lui, son côté personnel, il avait besoin de se relancer. Il avait besoin de temps de jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'il parle de la Sociedad. Après, Nice, est-ce que c'est un bon club? Pas dans le sens performant, pas performant, parce que Nice performe très bien aujourd'hui. Est-ce que la marche n'est pas un peu haute pour lui? À ce moment-là de sa carrière, bah, la suite nous le dira, quoi. On nous signale que ouais, il a découvert quand même l'Europa League et la LDC avec la Sociedad. On sait aussi que la Voilà, Sociedad joue en huitième de finale contre le Paris Saint-Germain cette année. On nous c'est ça. précise aussi qu'il y a oui, forcément une grosse identité basque à la Sociedad et que peut-être qu'en termes d'intégration, c'est pas évident lorsque tu n'es pas un C'est vrai joueur. que Ça. c'est vrai que ça peut énormément jouer. La barrière C'est de un peu, la barrière de la langue aussi, hein, la jeunesse un peu du joueur. comme à Lyon fut un temps où il y avait le soi-disant gang des Lyonnais, hein. Enfin, Mm. on reparle parce que ça avait beaucoup parlé à une période dans la presse où ceux qui venaient et qui n'étaient pas vraiment lyonnais avaient du mal à s'intégrer. Ça peut être la même chose à la Sociedad avec les Basques, hein. Effectivement, je voulais Ah, ah, rajouter quelque chose. Mais j'ai perdu le fil. Oui, moi la question que je me pose, alors là on va être sur de la supposition, il lui restait 3 ans et demi de contrat. Le fait qu'il parte et que ce soit vraisemblablement un transfert sec, on verra l'officialisation, ça montre aussi que la Sociedad ne comptait plus réellement sur lui. Sinon, ça aurait été peut-être un prêt Mm. avec éventuellement une option d'achat sur un objectif de classement ou de stade, j'en sais rien. Ça vous inspire quoi finalement le fait que ce soit un transfert sec, que Ineos lâche de l'argent dans l'intérêt aussi de l'équipe qui est second du classement ou que le joueur était vraiment barré à la Sociedad. Enfin, on peut se dire aussi que je sais pas. bah après Ouais. c'est un club qui tourne très 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 bien, tu vois. Et tu le vois, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, ça tourne très peu. Et je pense que même eux, on verra, tu vois, on verra peut-être avec la suite du mercato, mais j'ai fort à parier qu'ils vont prendre un mec qui est prêt pour Hmm. jouer les grands rendez-vous. On verra, hein, mais je sais qu'ils recherchent beaucoup un neuf parce que bah, même s'ils marquent des buts et tout, la Sociedad, ils n'ont pas forcément un très très bon neuf, un vrai neuf. Donc à voir, mais je pense qu'ils vont récupérer un peu d'argent pour justement réinvestir sur un mec plus prêt pour les huitièmes de de Ligue des Champions ou la fin de championnat, quoi. Romain? Non, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire en plus. Eux, peut-être que leur intérêt, ouais, c'est d'avoir de l'argent pour étoffer. Après, je ne les connais pas trop, hein, mais peut-être pour étoffer un poste ou quoi que ce soit et avoir besoin de liquidité et se séparer d'un joueur avec quand même
un potentiel de 10-12 millions. C'est pas rien et ça peut mettre du beurre dans les épinards pour s'étoffer sur un autre poste et avoir plus de certitude pour la suite, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Concernant, on va dire, ces points de progrès de ce dont tu te souviens, Mathieu, au SCO, on a parlé un peu de son profil, de ses qualités. Euh, Moi, je sais que tu vas, que tu vas régulièrement au stade. Euh, Est-ce que tu te rappelles de son comportement sans ballon? On sait que c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle énormément, le comportement Ouais. sans ballon. Est-ce que c'est quelqu'un qui fournit des efforts, on va dire, défensifs dans le pressing, dans le contre-pressing, ou est-ce que c'est plutôt un joueur, je ne vais pas dire pas feignant, mais qui est peut-être moins actif sans ballon? En soi, je pense que si on lui dit pas de faire les efforts, de lui-même, alors je remets en perspective de quand il était au SCO, hein, il a peut-être un peu mûri depuis, même à la Sociedad, où ils ont peut-être pas le même jeu qu'à Angers. À l'époque, je trouve qu'il faisait pas tant ça pour défendre. Il s'est mis à en faire un petit peu au fur et à mesure de la saison. Je pense, à mon avis, on a dû lui demander de faire ça s'il voulait rester titulaire parce qu'il scorait pas tant que ça, hein, au final. Donc il fallait qu'il s'investisse différemment pour l'équipe. Euh, Après, il manquait un peu de maturité à ce moment-là et de mémoire, il a dû faire. Et je sais plus quel match précisément. Il a pris un rouge avec nous. Je crois, le premier jaune qu'il prend, c'est une faute bête, enfin une faute évitable, un carton évitable. Et le deuxième jaune, c'est une simulation dans la surface. Donc ça montre un peu son manque de maturité à l'époque, selon moi, où il pouvait être un peu, pas le chien fou, mais ouais, le gamin, enfin, en fin de compte, qui veut se montrer, qui veut peut-être trop en faire, etc. Et ça peut être un de ses axes de progression aussi, notamment sous Farioli, où Nice prend pas beaucoup de buts. Enfin, je ne les ai pas souvent vu jouer cette année, mais les matchs que j'ai vus, c'est quand même assez solide derrière. Donc ça peut lui être demandé et ça peut le faire progresser là-dessus. Après, un des autres axes, je pense que c'est la finition, où, comme tu as dit, il n'a pas marqué énormément de buts. Et je pense qu'il peut travailler sa finition parce qu'à mon avis, il a une bonne frappe. Il est capable de bien enrouler. Et sur ces 4 buts qu'il a mis à Angers, il doit y avoir ouais, pas beaucoup de buts où c'est des frappes de loin. Quand je parle de frappes de loin, c'est entrée de surface ou voilà, il doit y avoir un ou deux buts où c'est enfin, une déviation dans les 6 mètres et c'est lui qui la met, quoi. Donc je pense que la finition là-dessus, ça peut se travailler et il peut progresser là-dessus. Donc finition et maturité et retour défensif. Et petite question, lorsqu'il jouait sur un côté au SCO, tu me disais qu'il était souvent à deux devant. Ouais, souvent, Ça lui arrivait de jouer sur un côté. Est-ce que tu te souviens si le latéral derrière était un joueur offensif? Est-ce qu'il y avait des combinaisons avec le latéral angevin, tu parles? Oui, Ouais, je croyais le latéral adverse. non, ouais. Étant donné qu'il a surtout joué dans un système avec des pistons, c'était des joueurs de couloir qui étaient assez offensifs. Euh, et même quand il jouait un peu sur le côté, on avait qui à l'époque? On avait Vincent Manceau qui n'était pas forcément le plus offensif, mais qui faisait le travail. On avait Soulé Doumbia qui était assez offensif, lui, et pas trop défensif. Ça combinait pas mal. Après, ça combinait pas forcément toujours parce que lui, comme j'ai dit, sa principale qualité, c'était plutôt de prendre la profondeur et pas forcément de combiner en une touche et de lancer le défenseur dans la profondeur. C'était plutôt lui qui prenait à ce moment-là l'espace derrière le défenseur et qui derrière cassait un peu les lignes ou arrivait à centrer de temps en temps. Ok. Romain, est-ce que tu avais une interrogation, quelque chose qu'on n'aurait pas rajouté Négatif. négatif? C'est assez complet. Ok. Anto, si tu es là. Ouais, je suis là, je suis là. Anto, est-ce que tu avais peut-être une interrogation, une question à Mathieu? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a bien fait le tour et c'était vraiment cool en tout cas. Merci à toi. Mm. Merci Pas de Mathieu souci. pour ton passage Ça va. éclair, l'impact player de ce soir.
Merci de ta disponibilité parce que c'est vrai que je t'ai De rien, contacté dans l'après-midi et tu as répondu présent. Donc c'est pas de vraiment souci. cool. On souhaite le meilleur au SCO cette saison, hein, avec possiblement voilà, un titre en Ligue 2. Et puis écoute, on se dit peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles Ouais. émissions. Moi, j'espère que cet ancien Angevin va vous laisser un meilleur souvenir que les autres Niçois qui sont passés par Angers, parce que dans la liste, on a quand même Tu veux Pépé, parler de Bilal Brahimi, Nicolas Pépé, c'est ça? Brahimi. Je rappelle que Jeffrey Adelaide est passé par chez nous aussi. C'est vrai. C'est vrai Est-ce que vous voulez de que l'info? Mais bon, c'est vrai que ça nous rassure pas forcément cette info, hein. C'est ouais. après, dis-toi qu'ils sont passés par d'autres clubs entre Angers et Nice, donc c'est la faute du troisième club. Et non Pas celle de de la Julien Fournier. Voilà. Merci à toi Mathieu, très très bonne Pas de soirée à souci. toi et puis ouais À plus. bonne soirée à plus. Salut. Messieurs, on va clôturer je pense par une petite page mercato parce que là on a parlé de ce qui semblerait-il quasiment officiel. Maintenant, il y a un poste qui a été, on va dire, visé par Florent Ghisolfi, c'est le poste de défenseur central. On a parlé de Thilo Kehrer tout à l'heure. La transition est toute trouvée. Robson Bambou, messieurs, on n'en a pas trop parlé dans le débrief du match de Coupe de France. Est-ce que pour vous, ça me fait marrer de dire ça, mais est-ce que pour vous, Robson Bambou peut avoir son mot à jouer, son Ouais. rôle à jouer, littéralement Son rôle. dans cette deuxième partie de saison. On l'a vu à son avantage sur le quart d'heure 20 minutes, plutôt entreprenant balle au pied. J'avoue que ça a surpris beaucoup de gens de le voir dans le groupe. On sait que c'est un joueur qui a traversé des périodes compliquées, autant sportivement que personnellement. Je vous inviterai à aller voir les quelques soucis personnels qu'il a eu, si vous n'êtes pas au courant. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voyez à ce poste de défenseur central? Est-ce qu'il y aura une recrue? Est-ce que Bambou est le Danilo Barbosa d'il y a Mhm. 2 ans? Comment est-ce que vous imaginez un peu la situation, Romain, si tu veux commencer? Non, je fais le deuxième parce que j'ai 1% de batterie, je vais basculer sur le téléphone. Ça marche, Anto, du coup. Ah, c'est les joies du direct. Tout à fait. Déjà, Danilo Barbosa est titulaire tous les matchs avec Fluminense, je crois, et est très très bon. C'est ça le pire, il fait des saisons de fou. Mais non, Robson Bambou, hier, c'était cool. Bon, je sais pas si ça s'est bien entendu pour ceux qui n'étaient pas au stade, mais c'était incroyable. À chaque fois qu'il touchait le ballon, ça faisait Bambou, Bambou de partout. C'était vraiment une petite sphère dans le match qui m'a vraiment beaucoup amusé. Quand il récupère le ballon dans les pieds, là, tout le monde a crié et tout. T'as l'impression qu'on avait marqué un but, c'était cool. Et sinon, bon, Robson Bambou, je pense que Francisco Farioli, c'est lui qui va avoir le mot-clé sur ce qu'il va voir à l'entraînement et tout ça. Maintenant, hier, c'était pas dégueulasse. On fait une super contre-attaque qui est lancée par lui, par une remise incroyable de Robson Bambou. J'ai pensé qu'il allait marquer sur corner quand il a raté le ballon. Et voilà, donc à voir. Maintenant, je pense qu'on n'aura pas de recrue en défense centrale. On verra si je me trompe, mais je pense qu'on va compter sur Mendy, nos milieux de terrain qui sont capables de jouer derrière et Bambou. Et ça fera l'affaire pour la fin de saison. Et puis on recrutera pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Pour toi, le mercato est terminé, là, Anto? Je pense, ouais. Tu mets qui en doublure de Lotomba? Tom Louchet. Ok. Ah mais là, j'ai senti que t'avais plus rien à dire. Non, mais pour moi, ok, j'entends pour la défense centrale, ok pour Antoine Mendy. Moi, le poste de latéral droit me pose toujours question. C'est-à-dire Ah, moi aussi. que, bon, là, on rentre sur un secteur, on va dire, un peu touchy, mais Youssef Attal, il y a, je pense, de Non. fortes chances qu'il parte de Nice. Du moins, je vois mal, là, c'est à titre perso, hein. Je vois mal le joueur réintégrer l'effectif après ce qu'il s'est passé. Surtout pour la marque Ineos plus qu'autre chose, hein, parce que sportivement, il était sur un très très bon début de saison, il y a à n'en pas douter. Mais à droite, je pense qu'il nous faut quelqu'un quand même, Romain. Ouais. Non, pour moi, si vraiment tu veux jouer le podium, il te faut quelqu'un d'autre à droite. Pour moi, c'est pas que c'est obligatoire, mais disons que tu tombes, Lotomba, il se blesse, quoi que ce soit, tu peux pas compter sur, malgré qu'il ait des qualités et tout, mais tu peux pas compter sur un
un Tom Loucher en tant Ou que Mendy, quoi. deuxième. Ouais, ou même Mendy, il a un peu plus de bouteilles que Loucher, mais enfin un peu plus de bouteilles. Il doit avoir Ouais. 8 matchs en plus, quoi. Mais bon, non, non, il faut quelqu'un à droite. Après, par contre, la question qui peut ne plus se poser, c'est de prendre un joueur capable de jouer dans l'axe et à droite. Là, peut-être qu'on va prendre un spécialiste du poste. Moi, ce qui m'arrange, parce que Kerrer, perso, hein, qu'on l'ait pas fait, c'est excellent, quoi. Ah, carrément. Ouais, Au moi, prix auquel on l'aurait récupéré en plus. ouais, non, moi, je l'ai jamais trouvé ouf. Et à droite, je l'ai jamais trouvé bon. Dans l'axe, je l'ai jamais trouvé sensationnel. Donc non, après, un spécialiste du poste à droite, mais maintenant c'est toujours pareil, hein, au mercato d'hiver, déjà que les latéraux c'est dur en règle générale. Là, va falloir être intelligent, quoi. Mais pour moi, non, il te faut quelqu'un à droite. Après, sinon dans les autres postes, non. Au milieu, je pense que en jouant juste la Ligue 1 et la Coupe de France, t'es assez fourni. Et maintenant devant, Dieu merci, devant, ça fait du monde, hein, maintenant, hein. Justement, arrivée de Mohamed Ali Chaud, finalement, il y a combien de joueurs qui peuvent jouer à sa place, hein. Guessant peut jouer à droite, Aliou Baldé peut jouer à droite, Buonani joue à droite, Laborde peut jouer également ce poste-là. Est-ce que, Anto, tu imagines quoi? Peut-être un prêt, voire deux prêts sur ce mercato hivernal pour des jeunes joueurs? 2, c'est probable, ouais. 2, bah, ça a parlé d'un peu de Buonani Baldé, ce qui semble cohérent, parce que c'est Mm. peut-être ceux que tu as envie de le plus de développer et qui montrent le plus de qualité, chacun les leurs, hein, mais c'est peut-être qu'il y a le plus de cohérent, peut-être même en Ligue 2, hein, franchement, faut qu'il joue, faut qu'il se prenne de la confiance, faut qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes décisives. Donc moi je pense que les deux vont être prêtés. Par contre, ça annonce quelque chose d'incroyable cet été, parce que franchement, cet été, il va falloir qu'il y ait une année de départ de gros noms, on va dire, entre guillemets. Laborde, Mofi, Guessant, il y en a qui vont partir, je pense que c'est presque obligatoire cet été. Donc non, sur l'hiver, des prêts de jeunes et après on sera armé. Ouais, après, des départs, ouais, oui et non. Après, ça dépend ce que tu joues derrière, quoi. Parce que après, c'est vrai qu'à droite, tu commences à être fourni, quoi. Mais si tu... Après, tout dépend. Si tu veux installer un Laborde en neuf, au final, t'as que Mofi et Laborde. Ouais, Guessant. Ouais, Guessant. Ouais, 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 c'est vrai mais que ça... est-ce que enfin, ça c'est un truc où je me dis dans le profil, tu vois, alors déjà Mofi normalement c'est ton titulaire par le prix, etc. Même si moi je m'en fous un peu du prix, mais on va dire que c'est ton titulaire. Est-ce que tu mets vraiment Gaëtan Laborde sur le banc, allez, on va dire 70% des matchs l'année prochaine, même si t'es en Ligue des Champions, tu vois, allez, 60% des matchs de l'année prochaine. Ouais, mais est-ce qu'un Laborde, il va vouloir aller titulaire je dis n'importe quoi, dans un club style retourner à Montpellier alors qu'il a la possibilité, s'il se bat aux entraînements et qu'il retrouve un peu un bon niveau, de jouer quand même la Ligue des Champions, enfin un truc. Attention, si on est en Ligue des Champions, je parle. Ok. Mais voilà, après, si demain tu es en Ligue des Champions, pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs aussi qui veuillent partir. C'est C'est ça, vrai. c'est-à-dire que là on parle des départs de Todibo et de Thuram comme étant quasiment actés l'été prochain. Il y a un monde où, alors on n'est pas dans le secret des dieux, hein, mais l'un des deux ou les deux restent parce que Ah, tu joues, c'est pas déconnant, hein. Ce serait pas déconnant. parce que tu restes en LDC, hein. Et parce que tu étais sûr d'être titulaire, quoi. Oh, le Ouais. contrat de Laborde jusqu'en 2026, il lui reste encore 2 ans de contrat. Ah, Mais bon, je regardais le contrat de Laborde qui termine 30 juin 2026. Ouais, j'entends, hein, je pense la compétitivité, il veut atteindre le maximum, un peu comme Delors quand il signe chez nous, hein, viser un peu la Coupe d'Europe et tout, mais quoi qu'il a connu avec Rennes. Mais bon, Puis surtout, alors je sais pas ce que vous en avez pensé de Mofi hier, on en a pas trop parlé, mais son match, moi je le trouve très bon. Et notamment dans ce qu'on a beaucoup critiqué de lui, les remises et tout, il a été extraordinaire. mm. Laborde a mangé un peu la feuille de match, mais il a été très bon dans les petits espaces et tout ça, avec des mecs plus proches de lui au final, avec ce nouveau système. Et non, tu vois, je me dis, bah, en fait, qu'est-ce que Laborde a de plus que Mofi? Parce que maintenant qu'il plante plus, on va dire cliniquement, moi Mm. je trouve pas de place à Laborde. Ok, il se bat, mais c'est tout quoi.
Ah non, non, mais là, on Mais est ça d'accord. fait juste, quoi. Ça fait juste pour jouer une grosse Coupe d'Europe, on va dire. Non, non, c'est sûr. Mais bon, après avoir. Mais après, vaut mieux avoir des soucis dans ce sens-là, peut-être. Oui. Bon, quoique, après, ouais, ça peut faire chier aussi. Mais bon, enfin, en gros, de toute manière, ouais, là, sur ce mercato, faut prêter Buonanni et Baldé, c'est sûr. Parce qu'ils n'auront pas de temps de jeu. Et après, pour D'autres l'année jeunes aussi, prochaine. peut-être. Éventuellement, là, j'ai vu que qui c'est qui me parlait d'Amraoui. Amraoui, ouais. Éventuellement. Pourquoi Ouais, pas, ouais. bah, tant qu'à faire. En fait, Oui le truc, aussi. c'est que tu es dans une situation où soit ces jeunes-là continuent avec le groupe élite. Alors, je sais pas si vous avez vu le résultat du groupe élite, hein, mais c'est pas fameux, hein, ils sont derniers. Je crois qu'ils n'ont pas remporté un seul match. Ouais, c'est non. pas le but après, hein. Hein. C'est pas le but du groupe élite de gagner des matchs en vrai. Même si c'est important le résultat. Bah, c'est un indicateur de performance quand même, Anto. Oui, mais quoi qu'il arrive, tu veux préparer ces joueurs à être prêts pour le monde pro. Tu vois, c'est justement pour ça qu'on est passé dans le groupe élite. C'est parce que justement, t'as pas ce besoin de résultat en réalité. Oui, c'est-à-dire que Tu vois ce que je veux c'est dire? pas une compétition qui compte, mais moi je pense quand même que le résultat te montre que tu as des joueurs qui ont peut-être pas forcément le niveau à l'instant T, mais il faut qu'ils jouent, tu vois, et ils jouent peut-être Ouais. plus régulièrement que les matchs du groupe élite. Donc ouais, des prêts, je sais que dans un podcast, c'était le podcast d'RMC, où il y avait Manu Pires qui était invité. Il disait que Daouda Traoré devait être prêté. Je pense qu'on va avoir plusieurs départs en prêt sur ce mercato hivernal. Daouda, Badreddine Bonani, Aliou Baldé notamment. Mais on sera peut-être surpris de eh bien 2-3 arrivées. 3, ça me fait beaucoup. Ah ouais. Moi, je pense que c'est beaucoup. C'était ce En, que. en C'était ce qui... comptant chaud ou pas? Tu comptes chaud dedans ou pas? Oui, Ok. ça fait 2 de plus. Moi, Bon, moi j'en vois que franchement, 2. une de plus, pourquoi pas, mais moi je vois pas 3 mecs arriver. Ouais. Surtout en Ah, connaissant tu le mets Leboeuf, où, le ça va être. troisième? Ouais, Tu de le fou. tu mets dans quel poste? Moi, je vais te dire. J'ai 15 ans de football manager derrière moi, d'accord, Romain? Ouais. Je veux dire. Non, mais le mec n'est pas sérieux. Non, 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 je te dis comment. Je te dis ce qui va se passer. Tu fais un défenseur droit qui peut dépanner à droite, parce que de toute manière, il faut remplacer Youssef Attal, qui, je pense, va partir. Ça, c'est le deuxième joueur. Pour moi, le troisième joueur, mais dans un monde idéal, hein, c'est un milieu de terrain qui va prendre la relève de Kefren Turam. Et tu fais la passation sur les 6 prochains mois. Ouais, mais tu peux pas faire ça. Si, suivant le Non, profil du joueur, non. suivant le profil pas du assez joueur, d'argent. tu fais ça. Ouais, mais Pancho, t'as pas assez d'argent pour faire ça. Oui, d'accord, Parce mais que dans un monde idéal. Mais bon, qui aurait imaginé qu'on lâche 10+2 sur Mohamed Ali Chaud? c'est Honnêtement, vrai. honnêtement, C'est- personne. Personne. Bah, dans ce cas, dans un monde idéal, je veux 2 joueurs de plus. Je veux un milieu créatif avec du ballon, parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui vont partir cet été. De la Belayane, tu veux dire quoi? C'est ça? C'est peut-être encore un peu tendre. Ah, je rigole, je rigole. Non, mais je comprends ce que tu veux dire et en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que tu vas vouloir un profil qui va remplacer Thuram, mais tu vas avoir un mec qui est prêt pour jouer les Coupes d'Europe. Donc tu peux pas faire comme avec Thuram de prendre un jeune et que tu vas te dire tu vas te développer l'année prochaine. Non, mais Donc tu tu vas vois, vouloir claquer des euh, sous, tu vois. je pense que c'est toujours mieux si tu as la possibilité de faire venir un mec 6 mois plus tôt. Tu sais, par exemple, si c'est un étranger, si c'est un Sud-Américain, si c'est j'en sais rien, un mec de l'Europe de l'Est, tu sais, tu le prends Mais oui, avec, sous ton aile pendant 6 mois, quoi. mais je pense que Mohamed Ali Chaud, c'est exactement ce qui se passe en réalité. On est en train de préparer l'attaque de l'année prochaine, Boga, Mofib, Chaud, et d'être prêt pour la Coupe d'Europe. Alors est-ce que ce sera léger, j'en sais rien, mais je pense que c'est un début qui est fait là. Tazem nous dit attention à ne pas trop changer le groupe aussi. Mais les gars, moi je suis désolé, aujourd'hui, on est deuxième et tout va bien. Mais pour moi, il y a plein de joueurs qui vont partir l'été prochain, hein. Et des joueurs qui là, je vais pas dire que les dés sont jetés, mais quand je vois par exemple, alors je l'aime beaucoup, hein, Alexis Claude Maurice, hein, quand je vois sa prestation d'hier soir, alors que c'est censé être ton milieu qui doit rayonner et qui doit te porter le jeu, bah à côté, un Belayan sort son match, tu vois. Belayan est l'avenir. ACM n'est plus l'avenir de l'OGC Nice. Ah, non. Idem, alors là je vais faire un peu grincer les dents et je vais peut-être me prendre à contre-pied par rapport à ce que je disais, mais Pablo Rosario, aujourd'hui il faut voir aussi son contrat. Il est très performant. Est-ce qu'il ne faudrait pas profiter du fait qu'il soit dans une bonne période? Alors pas forcément cet été,
Mais quand je vois Pablo Rosario, ça fait sa 3e saison, il doit lui rester 1 an ou 2 de contrat, il doit lui rester peut-être 2025, 1 an de contrat, il lui reste 2 ans de contrat. Là aussi, l'été prochain, tu te poses la question, tu vois. Ouais, mais va trouver un mec dont tu connais l'état d'esprit. Tu sais que bah, s'il commence sur le banc, bah, peut-être qu'il va pas faire de vagues non plus. Dès que tu fais appel à lui, il est compétitif. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais enfin, moi, je suis d'accord avec toi et je le nie pas. Mais il faut aussi voir la perception du mec à qui il reste 2 ans de contrat, qui est performant et qui a une valeur sur le marché des transferts, plus que ce qu'il n'avait l'année dernière, par exemple. Ouais, mais sa J'entends valeur, tout c'est l'aspect. quoi? Bah, sa valeur aujourd'hui, on l'a recruté combien? 6 millions d'euros? Moi, c'est pareil, non? Ah bah moi je pense qu'il est PL compatible, hein. Et dès qu'il est ouais, PL compatible, Oui, tu oui, peux entièrement gratter d'accord. quelques millions. Et il y a Pseman qui nous dit ce que je disais par rapport à Thuram, idem pour Todibo. Est-ce que Bambou c'est la relève de Todibo aujourd'hui? Moi je pense que si tu as la possibilité de, de gagner du temps et d'anticiper, il faut le faire. Ouais, mais il faut que tu aies des sous pour ça. Mais encore, C'est toujours pareil. Hier on parlait de Thauvin en prêt sur 6 mois. Oui, J'avais non, mais envie de moi, me crever les yeux et là on met 12 millions sur Mohamed Ali Chaud. oui, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux remplacer Todibo, c'est un mec à 25 millions qu'il va falloir que tu prennes. T'en sais rien? Mm. Bah, quand même, ça va être dur. Combien ça vaut, par exemple, allez, on va dire un défenseur de Ligue 1 celui de Clermont, là, comment il s'appelle, Saïdou? Alidou Saïdou. Combien, combien ça vaut actuellement, tu vois? Ce serait, on va dire, un des profils que tu pourrais prendre l'hiver et tu développes pour reprendre la passation. Ça vaut 20 millions. Il a la cote de partout et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. ça le truc, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. L'hiver, c'est dur. Oui, l'hiver c'est dur. Mais après, je suis d'accord avec vous, hein, en soi, hein. Je suis d'accord que si on peut trouver des mecs pour le futur, c'est cool. Ouais. Mais c'est dur. Ouais, moi après, hormis Thuram et Todibo, moi ça me ferait chier de refaire encore une revue d'effectifs. Putain, là, si on t'écoute, Thuram, Todibo, Laborde, Rosario, euh, après qui peut partir? ACM. Euh, ouais, Claude Maurice, ouais, bon, lui, je le compte pas. Bah, Bon. Bilal Brahimi, Raresh Hillier. Non, Enfin, mais je te parle dans ceux qui jouent, ouais, quoi. mais c'est Dans- des joueurs qui sont sous contrat, hein. Ouais, 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 non, non, mais eux, d'accord, mais dans ceux qui jouent, moi, ça me ferait chier d'avoir une grosse rotation, quoi. De changer la moitié d'un effectif, c'est encore chiant, tu vois, c'est relou. Tandis que demain, tu as une belle Coupe d'Europe. Attention, je chie pas sur la Conférence League, parce qu'on a vécu des belles émotions, mais tu as l'Europa League ou la Ligue des Champions. Putain, avoir un groupe réel de 22 joueurs, enfin voilà, c'est quand même plaisant aussi, quoi. Enfin, j'imagine pour un entraîneur et de pas faire des paris en mettant 4 joueurs du centre, même si c'est plaisant pour nous supporters. Mais enfin voilà, quoi. J'entends ce que tu dis et je suis par rapport à la stabilité, etc., à la cohésion, je suis totalement d'accord avec toi. Mais l'année dernière, Ghisolfi, on va dire, libère les joueurs estampillés Ineos. En fait, il fait ce qu'on aurait imaginé pour repartir sur un projet. On est d'accord. Il part quasiment d'une feuille blanche. On va dire ça comme ça. Là, tu es en phase de faire une grande saison. Tu es potentiellement en LDC en fin de saison. Tu arrives, tu as ta revue d'effectifs. Aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que notre effectif est compétitif pour bien figurer en Europa League ou en LDC? Voire même, allez, Europa League, LDC. Bah ouais. LDC, non. En LDC, l'équipe actuelle, Non. elle est suffisamment fournie? Bah en fait, Non. si tu prends l'effectif actuel en comptant Todibo Thuram, hein, pour moi, on n'a pas une moins bonne équipe que Lens sur le papier, les gars. T'es Honnêtement, sérieux, Anto? Lens, non. Non. Non, Bah, en attends, vrai, non. Moi, mais qu'est-ce Lens, qui est plus fort Lens, ils ont triplé leur poste l'été dernier. Non, mais ça, non, donc mais ça, ok, d'accord, sur le mais tu 11, rajoutes sur quelques le 11. pièces. Mais sur le 11, Sur le moi, 11, moi, je Lens ne me préfère fait notre pas équipe bander. à Lens, hein. Mais Ah non, largement, moi aussi. de très Moi loin. aussi. Et surtout Et l'attaque, parce que l'attaque, ah Lens, ouais, c'est non, catastrophique. moi, je suis d'accord. Moi aujourd'hui, avec cet effectif, non, tu peux pas jouer sur deux tableaux. C'est clair et Ça, on est net. d'accord. Parce que, regarde, même Farioli il l'a dit, on est arrivé en décembre après Lens où il a dit que les joueurs ils étaient un peu cramés, alors qu'on jouait que la Ligue 1. Mais par contre,
bah, tu rajoutes un peu de l'expérience à des Baldé, Buonani, en faisant des prêts, un Mendy, peut-être que tu le mets plus dans la rotation. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et tu rajoutes un show là à aujourd'hui, un latéral droit peut-être que tu vas faire venir à ce mercato. Et après, bah, peut-être que tu te fournis un peu plus au milieu de terrain, peut-être parce que si tu as une Coupe d'Europe, peut-être qu'il te manque un ou deux joueurs. Et peut-être aussi un peu derrière. Mais, euh, mais après, dans le 11 de départ, je dis pas que tu sors des poules de Ligue des Champions, hein, mais je pense. Enfin, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, Moi, je mais pense que t'as rien à envier à Lens, quoi. moi, je pense vous voyez beaucoup trop beau, les gars. Mais qu'est-ce qui est plus fort à Lens qu'à Nice? Mais non, mais Ouais, c'est ça. moi, je te compare pas Lens et Nice. Je te dis que Ghisolfi, avec le travail qu'il a fait l'été dernier, Hmm. il se retrouve dans une configuration où il a potentiellement une Coupe d'Europe. Moi, je pense que quand tu es directeur sportif, tu dois construire une équipe de manière à être le plus compétitif possible. Aujourd'hui, l'équipe, elle est compétitive, d'accord, mais il y a des manques. Il y a des Bah, manques dans la quand même. rotation, oui. Dans la Non, mais, rotation, oui. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut continuellement améliorer cette équipe. Ah non, mais c'est Enfin, il sûr. faut être constamment Oui, dans l'après, tu vois. mais Ah, mais ça, justement, ça, on est d'accord avec toi, hein. ne pas perdre la moitié de l'effectif, c'est déjà un truc. Enfin, c'est déjà un truc positif pour l'année prochaine. Que tu perdes deux joueurs, Todibo Thuram, que tu t'empoches 100 millions, bon, bah voilà, après, tu as la capacité financière pour mettre en place une belle rotation, etc. Mais aujourd'hui, si tu commences à te libérer des leaders potentiels, parce que Rosario, il a l'air d'être vachement aimé dans le vestiaire, des mecs comme Lotomba aussi, enfin tu vois, tous des joueurs comme ça, pour moi, si demain tu as une Coupe d'Europe, faut les garder. Parce que c'est des joueurs sur lesquels bah, tu connais leurs qualités, leurs défauts, mais tu sais que dans l'état d'esprit, ils sont bons. Et voilà, moi, c'est juste le fait, oui, bien sûr, Être les gentil, c'est pas Brahimi. une compétence, hein, Romain. Ouais, mais ils font le taf. Je suis Rosario, pourtant, désolé. j'ai beaucoup critiqué, mais en vrai, Ouais, Rosario, d'accord, c'est. d'accord, mais il parce joue beaucoup que de postes, aussi. quoi. Il te fait Ouais, des ouais, trous, d'accord, trop ok, cool. mais parce qu'il est au diapason aussi d'un collectif qui fonctionne bien. Moi, j'y vois aussi surtout le fait que le Rosario, cette bonne période lui permet d'être valorisé pour Oui, éventuellement récupérer l'argent qui a été misé, parce que c'est un joueur mais, qui a été voulu par à l'époque Galtier quand même. Euh, Farioli s'adapte aussi à l'effectif qu'il a. Est-ce que mais t'as besoin Rosario, de sous? T'as besoin de sous si tu vends Todibo Thuram? euh, si tu as T'as besoin de. si t'as la possibilité de vendre Rosario à un prix correct, il faut vendre Rosario. Ouais, si tu fais. Mais après, Ouais, faut avoir la bonne pioche. Tu vends un Lemina et t'as la chance de faire un Youssouf qui fait le taf. Mais sauf que là, aujourd'hui, tu vois un Lemina en première ligue qui explose tout, quoi. putain, Mais, bravo, mec. ouais, mais par contre, enfin voilà, un Youssouf Lemina au milieu, moi ça m'aurait pas dérangé par contre. Mais tout ça pour dire que oui, c'est sûr, tu peux le vendre, mais à condition ouais, de trouver quelqu'un avec un état d'esprit, Hmm. parce que c'est pareil, le collectif il marche bien parce qu'il y a un bon état d'esprit dans le groupe. Enfin, tu vois, Oui, non mais c'est possible. Peut-être que comme le dit et c'est un Tazem, leader, hein. j'oublie trop l'aspect, on va dire, vestiaire. C'est peut-être vrai, mais d'une manière très pragmatique, euh, moi je vois que le milieu de terrain, ça manque de créativité, ça manque on a des profils, on le dit depuis des semaines et des semaines, qui sont quand même assez proches. Il faudrait Mm. qu'on ait cette touche. Voilà. Je dis simplement que demain, si j'ai à me séparer d'un milieu de terrain, alors je compte pas Alexis Claude Maurice parce qu'il a pas autant de minutes que Pablo Rosario, mais voyez, enfin, Non, mais je comprends ce que Oui, tu veux dire. oui. Après, je Non, pense mais aussi que c'est louable. je pense que il faut qu'on, en fait, faut pas qu'on fasse par exemple, pas ce que Chelsea a fait, parce qu'on peut pas prendre ses proportions, hmm. mais un peu ce que Paris fait, tu vois, de tout le temps tout changer. Je pense qu'il faut qu'on le voit sur un long terme, et je pense que Gisolfi travaille comme ça. C'est que cet été, on verra si tu vends Thuram, Todibo, etc. Mais avec les liquidités que tu as, tu vas acheter des meilleurs joueurs qui vont petit à petit s'incorporer au collectif, et chaque année. Et admettons, je nous le souhaite on fasse 3 années de suite la Ligue des Champions et que dans 3 ans, on soit vraiment très compétitif en Ligue des Champions parce que tu auras replacé ces joueurs moyens comme Lotomba, Rosario, etc. etc. quoi.
Écoutez, messieurs, on verra parce que on n'est pas au bout de nos surprises, hein, tellement que demain peut-être que Todibo va partir pour 50 bâtons, qu'on va rien Non. comprendre. Alors, je t'en voudrais un peu si ça se passe. Je te le dis. Voilà, je te le dis, la semaine prochaine à Rennes, je te casse la gueule. Ah oui, puisque vous passez une agréable soirée et merci à vous de Ah votre ben, présence, on verra la semaine sachez que la semaine prochaine je serai à Rennes. Voilà. Donc bravo Rennes, on a tout donné, on n'a rien pu faire. Triple doublé. Pour qui est forfait, je précise. Messieurs, un grand merci pour votre présence. C'était une émission à rallonge, bien compacte, bien complète, je l'espère. On aura parlé du match d'hier soir et également de la recrue Mohamed Ali Chaud qui sera potentiellement officialisé d'ici peu. Anto, Romain, merci pour votre présence. On remercie également Elliot et Mathieu qui sont passés chacun dans l'émission. Si vous avez raté l'émission, si vous êtes arrivé en cours, le replay sera balancé dans la soirée sur YouTube et sur Spotify. Prenez soin de vous encore. Une bonne année et meilleurs vœux pour cette année. Romain, Anto, la bise. À bientôt. Bise. La Ciao. bise, à bientôt. Ciao, ciao, Issa Nissa. Champions. Ta, 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 ta.